le corps, on n'hésite pas à l'entraîner, à justement faire des abdos pour voilà. Et on sait que c'est pas en une fois que ça va fonctionner. Et ben le mental, on a encore quelques limites à se dire ça s'entraîne. C'est-à-dire que je peux faire des exercices pour m'améliorer sur telle et telle habileté mentale que j'ai citée tout à l'heure, et ça peut avoir une incidence dans toutes les facettes de ma vie. Merci Valérie de m'accueillir. C'est une première pour moi. En général, enfin, en général, quasiment tout le temps, pour le moment, dans Principes fondamentaux, on enregistre à distance, en visio. Et là, on est en face à face. Donc, vous pouvez voir le beau cadre dans lequel on est. C'est très bien, c'est très chouette. Donc, on est un peu expérimental. Donc, ceux qui regardent sur YouTube, vous nous direz si c'est mieux que d'habitude. Et ceux qui écoutent purement, si c'est pas trop dégradé par rapport à YouTube. Mais je pense pas. On va être quand même dans des conditions très, très respectables. Donc, merci. Merci à toi, je trouvais que c'était une bonne idée que tu viennes un peu dans mon univers, parce que tu es quand même à la campagne, à Aulois. Ouais. Et c'est vrai que quand on est dans notre milieu de vie, on se sent bien, et peut-être qu'on est plus à même à te livrer un petit peu plus notre quotidien. Ouais, bah, j'en doute pas. Je suis pas inquiet pour ça. On va voir ce que ça donne. Bon, Valérie, aujourd'hui, on va parler d'un sujet central qui est la préparation mentale. Mais on va certainement pas parler que de ça parce qu'en général, on prend des tangentes dans Principes fondamentaux et on va là où la discussion nous porte. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert ce sujet-là et ce qui t'attire dans cette question de la préparation mentale? On fait un retour dans le futur, dans le passé alors, c'est ça? Allez, si tu veux. Alors moi, je savais pas trop quoi faire en fait comme métier, parce qu'on m'avait dit si tu choisis un métier, tu feras ça toute ta vie. Donc c'était compliqué pour moi de me dire oh là là, si ça me plaît pas, comment je vais faire? Donc j'ai mis du temps avant de réussir à choisir un métier. Et en fait, j'étais en fac de psycho. Je savais pas du tout. Je voulais pas être psychologue, mais bon, je trouvais ça intéressant d'étudier l'humain. Et en même temps, j'ai découvert un sport qui s'appelle le taekwondo. C'est un art martial. Et je me suis dit, oh là là, c'est compliqué de réussir les passages de grade. À la fac, c'était pareil, tout ce qui était à l'oral, c'était un petit peu compliqué. J'en avais discuté avec quelqu'un qui m'a dit, mais toi, je te verrais bien dans la préparation mentale. Ok. Sachant que les seules idées que j'avais eues sur un métier éventuel, c'était peut-être journaliste. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, je vais pouvoir voyager, peut-être aller étudier. Je regardais un magazine qui s'appelait Terre Sauvage, aller étudier peut-être des tribus, des animaux, faire des reportages. Et après, je me suis dit, je pense pas qu'on envoie les débutants à l'autre bout de la planète, ou alors peut-être sur des milieux plus en guerre. Ouais. Donc voilà. Donc je savais pas du tout quoi faire. J'étais en psycho. Je découvre le taekwondo et là, je rencontre quelqu'un qui me dit je te verrais bien en préparation mentale. Donc lui, il était en STAPS, et donc je me suis renseignée. Et en parallèle, j'ai passé le diplôme de prof de taekwondo, d'entraîneur. Mais voilà, je me suis intéressée à ce diplôme, le DU préparation mentale à Clermont-Ferrand. Donc il fallait soit avoir une licence de psycho, ça tombait bien, soit avoir une licence de STAPS. Tu l'avais déjà ta licence? Oui, je l'avais, j'étais en master. D'accord, ok. Ouais, donc tu avais ce qu'il fallait. Et alors, bon, on va dire un petit peu ce que c'est quand tu dis un DU de préparation mentale. Qu'est-ce que c'est la préparation mentale? Comment tu nous le décrirais quand on ne sait pas du tout de quoi il s'agit? Alors, il y a une définition, en fait, de Jean Fournier, qui décrit vraiment la préparation mentale. J'ai une toute petite fiche parce que j'aurais pas accroché un mot selon ce monsieur Jean Fournier. Donc, c'est un accompagnement d'une personne ou d'un groupe, on peut avoir aussi des équipes, à développer leurs habiletés mentales, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi organisationnelles et cognitives, dans un but d'optimiser la performance et de promouvoir le plaisir et de favoriser l'autonomie. Donc il y a beaucoup de choses dans cette définition. Elle est assez riche, mais je trouve que voilà, c'est une belle représentation de la préparation mentale, sachant que moi je le vois comme une invitation à un voyage, à la découverte de soi, des autres, des interactions qu'on a ensemble, comment extraire des enseignements de notre parcours et réussir justement à se réaliser. C'est-à-dire à être heureux dans sa vie, en fait. Hein, je pense que c'est ça. Et un jour, j'ai une jeune du Pôle France de cours d'orientation qui m'avait dit que pour elle, on avait travaillé ensemble durant 2 années, la préparation mentale, c'était mettre de l'ordre dans ses idées pour y faire de la place, pour y faire de l'espace et justement optimiser son état d'esprit pour se rendre plus performant, tout ça en étant personnalisé.
Donc ça fait plusieurs pistes pour tes auditeurs, tes auditrices. Ouais, carrément. J'aime beaucoup ce que tu as dit là, cette personne là qui faisait de la course d'orientation. Ça me parle beaucoup le fait de faire du tri dans les idées et d'organiser comme on pourrait organiser un placard et en fait après ça devient beaucoup plus fonctionnel. Donc je suppose que c'est un petit peu l'objectif d'avoir un esprit, d'avoir une pensée qui est plus claire et, et, et voilà moins brouillonne et qui nous permet d'être plus efficace quand on veut l'être. C'est entièrement ça. Donc déjà, c'est mieux se connaître et ensuite déterminer ce qui nous rend heureux par rapport à nos valeurs et donc choisir des objectifs de vie et donc travailler là-dessus chaque jour, mettre en place ces objectifs pour justement eh bien être heureux. Hein. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche. Et pour ça, donc on a des habiletés mentales. Alors, une habileté mentale, c'est quoi eh ben, ça peut être la motivation, ça peut être la concentration, la gestion du stress, des émotions. Ça peut être gérer les erreurs, savoir s'organiser, gérer l'anxiété. J'ai aussi accompagné des athlètes qui étaient blessés. Ça peut être un chef d'entreprise aussi qui connaît des soucis d'un point de vue de la gestion du personnel ou lui dans sa vie perso. Voilà. Et je tiens à aussi préciser qu'on a un code de déontologie quand même dans la préparation mentale et c'est important de respecter la confidentialité, de respecter l'autonomie. Moi, je vois la préparation mentale, en fait, je la pratique de cette façon-là comme une formation. C'est-à-dire que je rends les athlètes autonomes. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi une habileté mentale à travailler, en fonction de leurs objectifs, donc on va vérifier que les objectifs sont les bons, eh bien on va apprendre à mieux se connaître, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. D'accord. Voilà, si on était une machine, c'est quel est notre fonctionnement, quel est notre état d'esprit à tel moment, et qu'est-ce qui fait que à tel moment ça fonctionne, à tel moment ça fonctionne plus. Il y a des gens qui sont champions du monde de l'entraînement ou des répétitions, si on parle d'artistes, parce que j'accompagne tout public. Et c'est vrai que il y a une grosse différence entre la répétition, l'entraînement, et le jour J. Je pense que vous l'avez tous vécu. Et donc, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis pas focalisée sur les bonnes choses? Est-ce que j'ai quelque chose, des émotions qui m'envahissent et je tombe dans la piscine des émotions et voilà. D'accord. Donc, t'as parlé de sportif au début, plutôt, et puis après, tu as parlé de chef d'entreprise, tu as parlé d'artiste. C'est quoi toi, tu accompagnes des gens, c'est quoi le ratio? C'est 50% de sportifs et 50% du reste, c'est quoi? Alors, j'ai vraiment débuté par des sportifs parce que justement, le DU de préparation mentale, c'était plus pour des sportifs à la base, des athlètes de haut niveau. Et ensuite, je me suis rendu compte que tous ces outils, d'ailleurs, je les ai testés sur moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la préparation mentale, si je réponds vraiment à ta question, c'était une personne au taekwondo qui m'a dit, voilà, je te verrais bien préparatrice mentale. Et donc, je me suis rendu compte que je ne gérais pas du tout mes émotions, mon stress. Et cette année de diplôme universitaire de préparation mentale, déjà, j'ai testé sur moi. Parce qu'on ne peut pas transmettre effectivement des outils qu'on n'a pas testés. Et donc, ta dernière question. Et bah, c'était le ratio de personnes, de type de personnes, de type de professionnels, ou d'ailleurs pas forcément. C'est plutôt dans un objectif professionnel d'ailleurs, ou pas uniquement? Alors j'ai vraiment tous les objectifs parce que j'ai toutes les personnes. Donc ça fait 15 ans maintenant que je pratique la préparation mentale, à la fois pour moi, parce que je me fixe des objectifs, je me lance des défis, et pour les gens. Et donc j'ai à la fois des très jeunes, par exemple qui passent le brevet, des étudiants qui passent le bac, peut-être qui préparent un concours, des gens qui passent le permis, donc là c'est aussi à n'importe quel âge, n'importe quel permis, des chefs d'entreprise qui ont des thèmes à partager avec leurs salariés, ou simplement pour eux qui ont du mal à parler en public ou à organiser leurs idées ou à manager parfois. Ils peuvent avoir des émotions ou des émotions qui sont pas forcément adaptées, voire même de pas réussir à cibler les motivations de leurs salariés. La communication aussi joue beaucoup. Ça peut être des entraîneurs, ça peut être des artistes. Là, en ce moment, je travaille avec une chanteuse. J'avais aussi un pianiste, passé un temps, qui avait des représentations musicales. Donc, j'ai des gens en réinsertion aussi parce que j'ai été formée au bilan de compétences. Donc, ça peut être des jeunes en mission locale ou alors des personnes qui sont éloignées de l'emploi, des personnes de tout milieu, des personnes qui peut-être se sont épanouies dans leur vie professionnelle et qui maintenant peut-être ont fait un burn-out et veulent se réorienter, ou alors des personnes qui n'ont jamais trouvé leur voie, ce qui a failli m'arriver quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc c'est vraiment tout.
Tout public, ouais, j'ai les conférenciers aussi TEDx Clermont, donc je les accompagne depuis la 2e édition de TEDx Clermont. Voilà, à la fois sur le texte, mais ça c'est plutôt coach de texte, mais surtout sur cette gestion de la dimension mentale. Donc apprendre à se connaître et trouver comment est-ce qu'on fonctionne pour que le jour J, sur scène, en direct, eh bien on se sente bien. Voilà, et que notre performance nous ressemble aussi. D'accord. Alors ça m'intéresse. Quand tu dis, quand tu expliques ça, c'est trouver, j'ai déjà oublié les mots exacts que tu employais, mais en fait, ce que je comprends, c'est que c'est très personnalisé, ça dépend beaucoup des gens. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être sur scène, donc TEDx, c'est toujours le même format, donc ça change pas. Mais d'une personne à l'autre, ce que je comprends hein, dans ce que tu me dis, c'est que les gens vont pouvoir s'épanouir de manière différente dans ce contexte qui est le même. Ouais. Ça, je veux bien que tu développes un peu. C'est ça. Eh bien, si je prends des personnalités différentes, par exemple, il y a déjà eu des personnes qui faisaient du théâtre. Donc pour eux, c'était une performance habituelle, mais dans un format différent. Donc c'était réussir à pas laisser de place finalement à l'improvisation, mais à quand même prendre du plaisir à faire cet exercice. Oui. Voilà. Après, il y avait des personnes qui étaient jamais montées sur scène. Donc eux, on n'attendait pas une performance d'un grand orateur, c'était plutôt qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils arrivent à dire leur texte de façon avec le sourire en fait, hein, que ce soit un moment agréable en fait, que ce soit pas une torture. Et que justement, ils arrivent aussi à se souvenir de tout. Donc là, on travaille pas sur la même chose, sur la mémorisation du texte ou sur le jeu qu'on va y mettre. J'ai aussi eu des personnes qui avaient tellement travaillé leur texte qu'ils étaient trop comme une machine en fait. Ça avait perdu un petit peu l'authenticité, le naturel. Et donc eux, on a plus travaillé sur comment se réapproprier en fait leur parcours qu'ils voulaient transmettre. Voilà, donc ça peut être 3 choses totalement différentes. Ouais, J'avais un enseignant aussi qui, lui, avait l'habitude d'être que dans l'impro et qui avait l'habitude de développer beaucoup. Ça avait été très difficile pour lui d'être sur un format très court que sont les TEDx. Donc, avec un même objectif, on va pas du tout aborder les choses de la même façon. Parfois, il y a des duos aussi, donc il faut réussir à s'accorder. Voilà, certains, ça peut être difficile d'avoir le PowerPoint, de pas réussir à pas se retourner, ça peut être plus dans la posture. Donc c'est vraiment comment je fonctionne et quel est mon objectif, c'est-à-dire qu'on va pas avoir le même niveau d'exigence pour quelqu'un qui est un professionnel, pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc souvent ce que je leur amène moi en tant que préparatrice mentale, c'est à se connaître, à mettre en place des routines. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis, de quoi j'ai besoin, est-ce que le matin, il faut que j'aille été faire une balade dans la nature, est-ce que j'ai besoin de relire mon texte juste avant. Voilà, c'est une routine de se dire, avec des outils de préparation mentale qui est vraiment construite, hein, de se dire, voilà, si je me mets dans cet état d'esprit, que je fais telle et telle et telle chose, c'est ça qui va me permettre de me sentir bien. Et c'était ça mon objectif. Ou alors d'autres vont se focaliser plus sur le message. Je veux qu'il y ait ces 3 idées qui passent. Et pour ça, il va falloir que je donne tel exemple, mais que cet exemple, je marque un silence pour que les gens réussissent à bien intégrer. Voilà, chacun ses objectifs pour la même chose. Et je trouve que c'est passionnant parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est personnalisé. Je ne sais jamais ce que je vais faire, peu importe le thème, peu importe la demande, je ne sais jamais ce que je vais faire. J'aimerais qu'on revienne encore plus à un point plus fondamental. Comment tu décrirais ce terme de mental? Parce que c'est un terme dont on parle beaucoup, mais qui est quand même relativement abstrait pour beaucoup de gens. Est-ce que tu peux me parler de ce terme de mental et du coup, on comprendra les choses sur la préparation mentale quand on aura bien compris, je pense, ce terme-là. Déjà, je pense qu'il y a une temporalité dans le mental. Il y a le avant de faire quelque chose. Donc là, on est dans la préparation. On va pas avoir les mêmes choses à travailler que pendant, dans l'action. Et le après, quelle analyse j'en fais, quel enseignement j'en tire et justement comment je vais faire pour la prochaine fois encore m'améliorer. Si je veux m'améliorer, parce que ça peut être aussi juste prendre encore plus de plaisir. C'est aussi important la dimension du plaisir. Donc pour moi, le mental, il a cette temporalité. Avant, pendant, après. Et aussi, par exemple, tout de suite, toi, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je me dis là tout de suite? Je sais pas, je suis à l'écoute de ce que tu dis et j'essaye de comprendre, j'essaye de visualiser. Euh, je sais pas si je me dis des choses en particulier. Des fois, je me dis quelque chose quand il y a quelque chose qui m'interpelle et je me dis, ah, là, j'ai une question à poser, j'attends que tu finisses. Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je me dis? En fait, je crois que
quand je fais ces enregistrements, je suis la plupart du temps tellement dans le flow, tu vois, tellement que je me dis pas grand-chose. Et justement, ça fait partie de ces moments où j'ai pas l'impression que mon cerveau il tourne en boucle. Donc, typiquement, là, je me dis pas grand-chose. Alors, il y a une petite veille technique, je pense, où peut-être tu surveilles un peu que tout fonctionne bien. Ouais, mais très peu. Très peu, voilà. ok. Donc ça, c'est bon, c'est pas un distracteur, on va dire, pour toi. Vu que tu as tout bien préparé. Ensuite, tu m'as dit, bah tiens, ça c'est intéressant, donc tu es en train de te dire, ça c'est intéressant, il y a telle question qui vient, donc j'ai lui la poser tout à l'heure. Donc soit c'est un exercice que tu maîtrises, parce que tu as entraîné à faire ça, et dans ce cas-là, ça va pas gêner la fluidité de ton écoute. Par contre, si tu te dis, ah oui, mais il faudrait pas que j'oublie cette question, ah mais il y avait ça aussi. Moi, par exemple, quand je fais des interviews, je prends des notes. Je perds pas trop le fil avec le contact avec la personne, mais si jamais tu pars dans ah oui et puis il y avait ça, tu vois, tu peux perdre le fil. Carrément. Donc on parle de flexibilité attentionnelle. Donc ça c'est une habileté mentale qu'on peut aussi travailler. Sur quoi je mets le focus de ma concentration. Donc je t'ai posé cette question parce que le mental en fait c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Et pas que, parce que ça peut aussi être des ressentis. D'accord. C'est-à-dire, j'ai mal quelque part ou j'ai froid, et ça va m'amener des pensées. Donc ça passe soit directement par le mental, soit par le corps, qui va amener des pensées niveau mental. Ça peut être aussi des ressentis, des intuitions. On va laisser un large champ. Il y a des personnes avec qui on se sent bien, des personnes avec qui on se sent un peu plus tendu. Ça peut être lié à notre passé. D'accord. Et donc voilà, pour moi le mental, c'est par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, l'exemple du podcast, tu veux m'écouter pour me poser des questions. En même temps, tu as aussi l'angle des auditeurs, des auditrices, de se demander qu'est-ce que j'ai envie que eux aussi vivent à travers cette interview. Eh bien, c'est faire une alchimie de tout ça et en arriver à ce que tu veux finalement, à l'état de flow, à l'état de fluidité de ton podcast. Voilà, c'est peut-être un peu flou, mais le mental c'est flou, il y a tellement de choses. Ouais. Est-ce que si je te dis le mental, c'est la petite voix qui parle à l'intérieur de notre tête, est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que c'est trop simpliste? Alors il y a les ressentis aussi. La petite voix, alors si on part sur l'essence, il y a des gens qui vont être plus sur les images. Par exemple, moi quand je parle, j'ai beaucoup d'images. Donc c'est pas une voix qui me parle, c'est plutôt des scénarios. Tu vois. Et il y a des gens, ça va être que des ressentis, c'est-à-dire je me sens bien, je me sens pas bien. Et ils le verbalisent un petit peu dans leur tête ou Certains pas non. du tout? Ah, ok. Certains non. Et certains en plus des phrases, voilà, des mots, des phrases. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de le prendre en compte. Et justement, en préparation mentale, il y a beaucoup d'outils. Et quand je propose l'imagerie mentale, on parle, ou motrice, on parle de visualisation, on se dit c'est que du visu, c'est que des images. Pas du tout. Ça, on peut utiliser tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le ressenti kinesthésique, tactile. On peut utiliser l'ouïe, qu'est-ce qu'on entend à l'extérieur, la petite voix à l'intérieur. On peut aussi utiliser un goût qu'on a, des odeurs aussi qui peuvent nous mettre à l'aise ou pas. Il y a des sports ou des activités où ça peut être important. Par exemple, quelqu'un qui fait de la natation ou de l'équitation, il va avoir des odeurs qui vont être hyper importantes. Voilà, c'est un peu des ancrages de leur activité. Ça en fait partie, ça fait partie de l'environnement. Et donc le mental, c'est tout ce qui se passe. Aussi tous les imprévus, parce que le mental, si on dit à quelqu'un t'as un mental d'acier, t'as un fort mental, ok, mais si à un moment donné le focus du mental l'attention n'est pas sur la bonne chose, la concentration n'est pas sur la bonne chose, et ben il va s'évader et ne plus être dans ce flot tant recherché par les sportifs, par les artistes et par nous aussi en général. Hein. Ouais, clairement, hein, moi je vois la différence. Je vois quand j'ai pas besoin de forcer pour faire quelque chose qui pourrait être vu comme une contrainte, c'est magnifique. Puis quand je dois me dire, allez, il faut que je continue, c'est là que c'est dur. Et donc, cette recherche du flow, je pense qu'on est nombreux à l'avoir, en tout cas ceux qui ont conscience de cette composante-là. Et toi, tu insistes sur le fait qu'effectivement, ça peut être un objectif pour ces gens qui veulent, ceux qui veulent performer, parce que plus ils seront dans un état de flow, a priori, plus ils performeront, je suppose. Et puis simplement par rapport à un terme que tu as employé tout à l'heure, je crois que tu as employé le terme d'être heureux. J'ai l'impression que quand on est dans un état de flow, on est plus
ou en tout cas quand on regarde derrière nous et qu'on s'est dit waouh, ça fait 2 heures que je fais ça qui est utile pour moi et j'étais bien, je pense que globalement on a un ressenti qui doit être meilleur. Donc Oui, et même il y a beaucoup de personnes, on entend, et qui disent je me sens alignée. Voilà, c'est pas que dans des objectifs précis, c'est aussi juste se sentir bien dans sa vie, se sentir aligné avec son emploi, qui est en accord avec ses valeurs, qui est en accord avec ses choix de vie. Voilà. Le flow, c'est souvent un moment oui. qui est très intense, qu'on recherche après toute sa vie. Et avec la prépa mentale, justement, on crée des routines pour retrouver cet état de flow. Et après, c'est un état plus général où j'ai envie de me sentir bien, de me sentir dans la voie. Voilà, il y a des dimensions plus spirituelles où certains disent les planètes sont alignées pour moi. Voilà. Mais moi, je le vois plus de façon plus concrète et plus terre à terre. C'est est-ce que les valeurs qu'on a, donc il faut savoir s'interroger sur quelles sont nos valeurs, sont en accord avec nos objectifs, avec nos buts, avec ce qu'on fait quotidiennement. Oui. Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de burn-out qui viennent de ça. Ouais, de ce désalignement entre les valeurs et le quotidien. C'est ça. Sachant que les valeurs, en plus, elles peuvent évoluer au cours de sa vie, donc c'est important de se poser des questions. Donc le mental, c'est aussi se poser des questions, mais se poser les bonnes questions et au bon moment. Ok. Il y a des mauvaises questions alors? Il y en a qui reviennent? Des mauvaises questions? Je pense pas, parce que les mauvaises questions amènent aux bonnes. D'accord. En fait, en préparation mentale, ce que je remarque en tant que préparatrice mentale, c'est que souvent on se pose toujours les mêmes questions, voire des questions que d'autres personnes nous ont posées, et on en oublie certaines. Donc c'est ce qu'on amène aussi. C'est un peu un art de la questiologie, la préparation mentale, où on va poser des questions sous des angles différents, avec voilà, des visions différentes. Par exemple, j'ai déjà travaillé avec des athlètes, je connaissais pas du tout leur sport, et parfois mes questions un peu naïves vont amener, qui sont pas du tout dans le jugement, qui sont pas du tout orientées par rapport à mon expérience, parce que j'arrive à m'en détacher, vont amener à une réflexion qui va amener des éléments qui peuvent être intéressants pour la personne. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là, parce que moi, dans Principes fondamentaux, c'est ça mon objectif, c'est d'arriver avec un regard neutre, le moins expert possible, et justement pour poser ces questions naïves que les auditeurs qui n'ont pas préparé le sujet non plus peuvent se poser aussi. Et donc voilà, je vois vraiment ce parallèle entre ce que tu fais dans ton métier et ce que j'essaye de faire moi dans ce podcast-là. Donc bon, ça me parle et ça me conforte encore sur ce que je fais et sur le plaisir que j'ai à faire ça. C'est un peu comme un voyage, hein. Soit on a étudié le pays de A à Z en se disant je veux voir ci, je veux voir ça, voilà. Après on a quand même la découverte qui fait que sur le moment c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on avait prévu, mais parfois partir à l'aventure au hasard, c'est aussi avoir un regard neuf et de justement pas choisir d'angle de vue, d'être ouvert à tous les angles qui s'offrent. Ouais, bah moi c'est plutôt cette aventure-là qui me parle. Et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment à l'opposé de ça, et voilà. Mais c'est bien justement qu'il y ait cette complémentarité et que du coup on puisse proposer des choses aux auditeurs qui sont curieux. Parce que c'est ça, je pense que Principes fondamentaux, c'est avant tout un podcast pour les curieux, parce que chaque épisode n'a rien à voir avec le précédent. Et voilà, ceux qui aiment se laisser porter comme ça, comme moi j'ai aimé le faire pendant des années en tant qu'auditeur, bah j'espère qu'ils s'y retrouvent dans mes questions naïves justement et avec mes experts en face qui répondent. Et dans le meilleur des cas, en fait, ce que j'aime faire, euh, je le recherche pas à tout prix, mais ce qui me plaît le plus, c'est quand j'ai mon expert en face de moi qui réfléchit un petit peu avant de me répondre, tu vois, parce que justement, je lui ai posé une question qui s'est pas posée depuis longtemps. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'ai plein de choses à ajouter, hein. Ah ben vas-y, enchaîne. Bah, souvent, moi, une question qu'on me pose, c'est est-ce que le mental, travailler sur son mental, ça sert pour tout? Okay. À la fois dans la vie sportive, professionnelle, dans la vie personnelle. Donc toi, c'est quoi ton avis sur ce mental? Et souvent, il y a des gens qui essaient de me dire, comme un peu en prépa physique, qui me disent ça doit être 50% dans cette discipline, 0% dans une autre, 100% dans une autre. Et ça, voilà, je voudrais avoir ton avis. Ouais, alors faut que je réfléchisse à ça, mais mon premier instinct me dirait que si ton mental est équilibré, apaisé, aligné, je sais pas quel terme t'aimerais employer, mais si c'est le cas, ça va servir pour tout. De la même manière, je vais faire un parallèle. Je réfléchis là au fur et à mesure, hein, donc si je dis une bêtise, faudra pas m'en vouloir. Mais de la même manière que si le corps est en forme et bien préparé,
évidemment, dans le sport, ça va servir, parce que le sport, c'est quand même le domaine où on se sert beaucoup de son corps. Mais, mais dans sa vie de tous les jours, ça va te servir. Si t'as pas mal au dos, tu vas vivre plus sereinement, tu vas travailler plus efficacement, tu vas être moins distrait. Justement, tu parlais tout à l'heure des sensations qui pouvaient arriver dans le mental. Donc, tu vas être moins. Donc, je pense que pour le mental, de la même manière que le corps, quand il est en forme, pour employer un terme un peu générique, je suis convaincu que ça sert partout. Ouais, bah merci, merci Alexandre. Parce que justement, je voulais en venir là. Le corps, on n'hésite pas à l'entraîner, à justement faire des abdos pour voilà. Et on sait que c'est pas en une fois que ça va fonctionner. Et ben le mental, on a encore quelques limites à se dire, ça s'entraîne. C'est-à-dire que je peux faire des exercices pour m'améliorer sur telle et telle habileté mentale que j'ai citée tout à l'heure, et ça peut avoir une incidence dans toutes les facettes de ma vie. Si je prends l'exemple de la prise de parole en public, Oui. ça peut être pour le travail, pour un entretien ou pour des réunions. Ça peut être dans ma vie perso pour la communication avec mon conjoint ou avec mes enfants. Ça peut être dans la vie sportive avec mon entraîneur, aussi pour bien comprendre avec mes équipiers aussi, bien comprendre comment je fonctionne. Enfin, voilà, finalement, le mental, il sert pour tout. Et souvent, on le met de côté. Et je me souviendrai toujours, une fois, j'avais un coloc qui m'avait dit « Non, mais les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas besoin de préparation mentale, ce sont des machines. » Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un entraînement. Alors, et ça sert pour tout. Pardon, par rapport à ça, les sportifs de haut niveau, c'est déjà des gens qui ont dépassé, qui ont été les meilleurs pendant longtemps, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent sportifs de haut niveau. Sinon, au début, c'est un sportif débutant comme tout le monde, et donc c'est quand même des gens qui vont sortir du lot. Est-ce que tu penses pas qu'en moyenne, il y a un petit peu de vérité dans ce que tu as dit cette personne-là, dans le sens où si on arrive à passer un certain cap, alors soit on est dans certains sports par exemple, soit on est un monstre physique, il y en a de temps en temps qui sortent du lot, et je suppose que même s'ils sont un petit peu plus fragiles mentalement, s'ils ont un énorme avantage ailleurs, ça va compenser. Mais pour la grande majorité des gens, ils sont déjà certainement un peu au-dessus physiquement. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà aussi un petit peu au-dessus mentalement en termes de, tu parlais de mental d'acier par exemple. Voilà, c'est la question que je me pose, tu veux, par rapport à cette remarque que tu as fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que le degré d'expertise, enfin d'exigence pour performer à très haut niveau, il est très 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 élevé. Donc même s'ils ont appris à se connaître dans leur discipline, qu'ils ont développé par exemple la motivation de s'entraîner tous les jours, qu'ils ont développé par exemple la gestion des émotions dans certains types de compétitions, on prend l'exemple de sportifs, eh bien plus ça va aller, plus le niveau d'exigence va être élevé. Donc il y a un moment où ça peut bloquer parce que ils vont au JO et ils vont complètement passer à côté de cette compétition parce qu'ils ne se sont pas préparés mentalement à cette compétition, à cette exigence. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Ça dépend des exigences de la situation, en fait. Des exigences des imprévus, de l'enjeu, de la pression. Voilà. Et ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, on se connaît dans une discipline et on ne se connaît pas dans une autre. Ah oui, ça se transmet pas trop bien. Quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, donc qui quand même a l'habitude de l'adversité, il peut se retrouver en difficulté dans un domaine autant que n'importe qui. C'est ça. Exactement. Parce que soit il n'aura pas pensé à transposer, soit c'est pas du tout, il est pas du tout dans le même état d'esprit. Voilà, parce que sportif de haut niveau, ça fait longtemps qu'il fait son sport, il a l'habitude des règles, et peut-être que les règles sont totalement différentes dans un autre domaine, et là, il est complètement perdu. Ah oui. Ouais. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de niveau de mental élevé ou bas, en fait, c'est suivant ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit développer. Souvent, je demande aux gens quelles sont leurs forces, parce qu'on a des forces tous, et plutôt innées, je pense. D'accord. Ensuite, on en a qu'on a réussi à acquérir au cours de notre vie. Si on a vécu des difficultés, voilà, parfois certains qui ont vécu beaucoup de difficultés ont dû développer beaucoup de force, et aussi en fonction des challenges, des défis qu'on se lance. Oui. Et un sportif, par exemple, qui est athlète de haut niveau, parce que c'est juste un titre finalement, voilà, il performe, mais qui n'a jamais connu de défaite et qui se retrouve à un moment donné avec un adversaire un peu plus complexe, qui gagne tout le temps, ça peut complètement le perturber. Et là, le mental, même s'il est fort, par exemple sur sa concentration, sur la gestion de l'adversité, si ça se trouve, il sera nul. Et donc, ça va impacter sa performance vraiment. Ouais. Donc là, par exemple, l'exemple que tu donnes, c'est différentes habiletés mentales. Il peut être très fort sur une et moins fort sur l'autre. C'est ça. Et en fonction des conditions, de la pression, ça peut tout changer. Oui, ok. Tu peux me les reciter, les habiletés mentales, parce que c'est un terme que tu as employé plusieurs fois. Tu as dit que tu les avais cités tout à l'heure, mais ça fait pas de mal, je pense, d'en remettre une couche. En fait, il y en a beaucoup.
C'est tous les thèmes que je peux travailler en fait avec les personnes. Donc ça peut être la concentration. Ouais. Donc c'est sur quoi je mets le focus. Ça peut être la motivation. Comment rester motivé de A à Z dans un projet. L'organisation aussi qui est importante. Ça peut être tout ce qui est gestion de l'erreur, l'anxiété, la gestion du stress, des émotions. Il y en a beaucoup. Ça peut être quand on est en réathlétisation. Ça peut être... il y en a vraiment beaucoup. D'accord. Anxiété, La confiance stress. aussi. Je suis en train de penser, c'est vrai que c'est un thème qui revient quand même souvent, l'estime de soi, la confiance en soi. Ouais. C'est-à-dire que même un athlète de très haut niveau, un chef d'entreprise qui est affirmé, son entreprise marche bien, peut à un moment donné avoir des doutes, remettre en cause ses capacités, ses compétences, peut développer un syndrome de l'imposteur, pourquoi pas. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Ça peut être la cohésion aussi, ça peut être là je travaille beaucoup avec les attentes mutuelles dans les groupes. Ça peut être la communication avec un entraîneur, avec un équipier, avec son collègue, avec son conjoint, voilà. Ouais, donc c'est quand même très vaste. C'est vaste. Ouais. Et du coup, il faut plein d'outils. Voilà. Donc moi, je vois un peu la prépa mentale comme quelqu'un qui a une boîte à outils et qui remplit sa boîte d'outils qu'il a appris ou qu'il a créé. Parce que en 15 ans, tu te doutes que j'en ai créé. Et ça peut être aussi des mix d'outils, c'est-à-dire on en démonte un pour en fabriquer un autre pour personnaliser vraiment l'accompagnement. Donc les outils, ça peut être... Alors, je dirais que les principaux, en tout cas pour moi, c'est ma vision, c'est quand même l'entretien d'explicitation. S'il y a des formations qui proposent... Alors, c'est bien parce que ça donne un aspect... ça donne une initiation à la préparation mentale sans face à face. C'est-à-dire que pour moi, on est quand même face à un humain. Donc, l'entretien, il est hyper important. Toi, ce que tu fais, l'écoute active, rebondir, poser des questions. Donc, l'entretien d'explicitation, c'est très technique, c'est très complexe et c'est quelque chose qui doit, à mon avis, être maîtrisé. Et on a des personnes qui passent des petits diplômes en prépa mentale et qui n'ont pas d'entretien avec les athlètes, qui n'ont pas d'entretien avec une personne qu'ils vont accompagner. Donc là, il y a un problème quand même. Du coup, il fonctionne comment qu'avec des fiches qu'il faut remplir à la personne? Ouais, c'est ça. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça permet de démocratiser la discipline. Donc, ça donne un aperçu. Moi, j'ai des gens qui ont passé cette formation et qui ont après fait appel à moi parce qu'ils voulaient de l'expertise. Et ils se sont bien rendus compte que cette petite formation leur permettait, ça peut être 2 jours ou 1 semaine, leur permettait de comprendre ce que c'était, d'avoir des outils, mais les outils, ils marchent pas avec tout le monde, et voilà. Sinon, on aurait tous la Bible de la préparation mentale, on appliquerait les outils et ça marcherait. Ouais, c'est une sorte d'introduction, de la même manière que quelqu'un qui va écouter principes fondamentaux. C'est pas pour devenir un expert dans le sujet, c'est pour s'introduire à un nouveau sujet, comprendre certaines bases, c'est mon objectif de faire ressortir des bases. Et après, c'est une question que je te poserai plus tard, je demande à mes invités, à mes experts, de me dire, est-ce que vous avez des ressources à conseiller pour les gens qui veulent creuser et donc, ce que tu expliques là, entretien d'explicitation. Voilà. Donc ça, c'est une phase nécessaire, mais après, on peut passer par des choses un peu plus superficielles pour avoir un premier aperçu de ce que c'est que la préparation mentale. Et si ça nous parle, creuser en allant voir des gens comme toi, par exemple. Ouais. Je reviens aux outils. Oui. Alors, celui-ci, il est principal. Et un deuxième que je trouve fondamental, c'est l'imagerie mentale et motrice. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Aymeric Guillot, qui est un enseignant-chercheur à Lyon, spécialisé dans les neurosciences et donc dans l'imagerie mentale et motrice. Et donc, pour moi, c'est un outil, on est obligé de s'en servir. Parce que il intervient dans le avant, dans le pendant, dans le après. Et il fait partie de l'entraînement mental, comme je disais tout à l'heure. Okay. Et on peut l'utiliser pour tous les thèmes. Et donc, l'imagerie mentale, c'est pas uniquement des images, c'est utiliser tous les sens. Donc, ça peut être le dialogue interne, ça peut être les sensations kinesthésiques, le tactile, les sons. Voilà. Ok, et ça ressemble à quoi, ça, concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se focalise là-dessus? Je te cite 2-3 outils de plus, et après, si tu veux, je reviens un peu sur celui-ci. Ouais. D'accord. C'est mon préféré en plus. Donc. Bon, donc tu l'oublieras pas. Non. Donc il y a des gens qui sont formés à l'hypnose. Moi, c'est aussi mon cas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu, par exemple, des athlètes en BMX qui avaient subi un traumatisme sur une piste, sur une bosse. Ils étaient tombés, ils ont fini 6 mois à l'hôpital. Et donc, quand on revient sur la même piste, il y a un blocage mental. Quoi. L'inconscient, il dit non. Donc, avec l'hypnose, c'est pas l'hypnose de Mesmer, spectacle, c'est vraiment une hypnose qui est plus légère, mais qui permet de débloquer certaines choses. Parce que l'inconscient, il dit quoi? Il se dit attention, danger. Et là, il veut pas y aller.
Et là, ça crée des blocages. Donc, avec l'hypnose, ça peut débloquer certaines choses. Ou alors un traumatisme, par exemple, un entretien qui s'est mal passé, et toujours avoir peur, en fait, de revivre ce moment-là. Voilà. Donc l'hypnose, c'est assez pratique. Après, il y a tout ce qui est programmation neurolinguistique, c'est de la PNL. Donc là, on apprend beaucoup de choses sur la communication, beaucoup de choses sur la symbolique. Voilà, c'est hyper vaste. Hein, donc voilà, les auditeurs, les auditrices iront voir. Ça aussi, c'est un terme que j'ai entendu, dont on m'a déjà parlé d'ailleurs dans Principes fondamentaux, et j'ai jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. Donc on verra si on creuse dessus ou si on se concentre sur les autres, mais c'est effectivement quelque chose qui ressort souvent. Et voilà, c'est vrai que ça, les choses qui reviennent comme ça m'intrigue. C'est un outil de développement personnel aussi. Et je dirais que la PNL, on apprend vraiment à se connaître. Voilà, pour faire ses choix. C'est ça. C'est une investigation de soi pour apprendre, connaître nos mécanismes et vraiment se connaître. Et puis ça peut être utilisé à d'autres fins pour des commerciaux, etc. Qui peuvent utiliser cet outil, pas forcément. À bon escient, pour manipuler un petit peu. Ça peut aussi, ouais. Ça peut, ouais. Quand on sait comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres, justement, on peut l'influencer, soit avec une intention bienveillante, soit pas. Donc voilà. D'autres outils, tout ce qui est respiration. Sachant que je parle pas de relaxation parce que la respiration, c'est soit pour se relaxer, soit pour se dynamiser. Et ça, souvent, tout de suite, on se dit, je respire pour me relaxer. Mais non. Par exemple, vous avez un événement important, vous vous sentez un peu mou, et ben, il va falloir faire une respiration pour se dynamiser, pour reconnecter les neurones et vous sentir bien. Ça se joue aussi avec la posture. Si je fais une respiration pour se relaxer en marchant ou alors pour se dynamiser en étant allongé, voilà, faut être aussi cohérent. Donc après, il y a la sophrologie. Donc sophrologie, c'est de la relaxation encore plus poussée. Voilà. Alors parfois, il y a des gens qui disent ah, t'es sophrologue, tu fais de la prépa mentale. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La sophrologie, c'est un outil. Et moi, souvent, je ne l'utilise pas. D'accord. Voilà, ça dépend de la personne. Donc d'ailleurs, j'utilise de moins en moins parce que j'ai plutôt des méthodes avec de l'action. Voilà. La mindfulness, donc ça, c'est de la méditation. Donc mindfulness, c'est un peu le terme à la mode, plus occidental, parce que la méditation, on l'associe un peu au côté bouddhiste. Donc sans spiritualité, sans côté religieux, la mindfulness, ça va être faire une seule chose. Alors je raccourcis un petit peu, mais faire une seule chose en même temps, se poser. Par exemple, se focaliser que sur la respiration, ou on peut aussi se focaliser que sur un point de notre vie ou sur une bougie, ou voilà. Donc il y a des méditations qui sont silencieuses, il y a des méditations qui sont guidées. Donc là, on va apprendre à être dans l'instant présent. Et c'est vrai que parfois, quand on est dans un instant un peu difficile ou intense, on va soit aller dans le passé, soit aller dans le futur, et on oublie d'être dans cet instant présent. Donc ça aide à se refocaliser sur l'instant présent. Voilà. Après, pour des gens, ça peut avoir des effets thérapeutiques aussi. Voilà. Moi, j'aime bien pratiquer la méditation, mais plutôt en action. C'est-à-dire que j'avais suivi un enseignement où ça pouvait se faire en marchant. J'aime bien être en double tâche, et j'ai remarqué que pour les gens qui bougent beaucoup, ça peut être intéressant aussi de pratiquer plutôt en dynamique. Ouais, ça me parle. Moi aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, et j'écoute jamais de podcasts assis dans un fauteuil. C'est toujours en marchant ou en faisant des tâches ménagères. Ouais, donc ça me parle aussi. Bon, après, il y a plein d'autres outils. Il y a des gens qui utilisent beaucoup de questionnaires, qui interprètent les résultats. Voilà. Moi, il m'arrive de demander à quelqu'un, niveau physique, à combien tu t'évalues, niveau mental, niveau technique, niveau tactique, niveau social, niveau familial. J'essaie de prendre les gens aussi vraiment dans leur globalité. Parce que je me suis rendu compte que même si on s'est préparé pour un événement, imaginons la veille, ça se passe mal avec son conjoint, sa conjointe, et ben ça peut mettre en l'air toute la préparation, parce qu'il y a une émotion qu'on n'avait pas prévue, qu'on n'avait pas réfléchi comment mettre de côté ça, juste pour être dans l'instant présent pendant un moment. Voilà. D'accord. Donc après, moi, j'essaie de créer des outils aussi en utilisant beaucoup de cartes. C'est une pédagogie un petit peu que j'ai développée, où j'utilise des cartes. Voilà. Alors ça peut amener à des thèmes. Il peut y avoir les cartes des forces, des valeurs, des cartes qui sont juste illustrées, qui vont nous amener à voir les choses justement sous un autre angle, ou qui vont nous aider à utiliser un autre sens aussi, pourquoi pas, dans notre pratique. D'accord. Quand tu dis un autre sens dans notre pratique, c'est-à-dire ? Un autre canal sensoriel. Par exemple, si j'étais plus focalisée sur la vision, j'avais peut-être oublié que le kinesthésique était important dans ma discipline, et ça peut m'apporter quelque chose. Juste un exemple, j'avais travaillé avec quelqu'un qui faisait de l'escalade,
Et en fait, voilà, elle était hyper douée en entraînement, championne du monde, mais alors, dès qu'il y avait une compétition, c'était compliqué. Et en fait, je lui ai demandé, mais sur quel canal sensoriel tu te focalises? Ouais. Et donc, elle m'avait dit, quand je suis en entraînement, je suis sur la vue, la vision et le kinesthésique, c'est-à-dire les ressentis de mon corps. Oui. Et quand je suis en compétition, je suis sur la vue, et là, gros blanc, elle me dit, et en fait, je sais pas sur quoi d'autre je suis. Ah ouais. Je crois que je suis en train de me parler, alors je suis sur l'ouïe, en fait, où je me parle, j'essaie... voilà, en fait, c'était plus du tout les mêmes canaux sensoriels qu'elle utilisait pour être focus, pour pratiquer sa discipline. Et ben, rien que de prendre conscience de ça, on s'est entraîné à justement aussi en compétition utiliser les mêmes canaux sensoriels, donc la vue et les ressentis du corps, Ouais. et ça a tout changé. Elle a réussi à performer comme à l'entraînement. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important ces canaux sensoriels. Ouais, j'entends bien. Ouais. D'ailleurs, c'est la PNL qui les a mis en lumière. On appelle ça le VACOG. Visuel, auditif, K c'est kinesthésique, le O c'est olfactif et G gustatif. Okay. Alors il y a des disciplines où j'avais accompagné aussi pour les Olympiades des métiers des personnes qui faisaient ce challenge. Donc il pouvait y avoir coiffure, comme carrosserie, comme paysagiste, comme cuisinier, voilà. Et suivant les métiers, par exemple cuisinier, le gustatif, l'odorat, c'est important. Et on n'y pense pas toujours. Et on peut se préparer mentalement à réussir une épreuve de cuisine. Bon, c'est bon à savoir. Je pense pas que ça sera mon premier objectif, mais pour certains peut-être. À quel point est-ce que ta discipline, ce que tu fais, ça se rapproche de quelqu'un qui va être un psychothérapeute? À quel point est-ce que ça va se rapprocher d'un terme un peu fourre-tout, et peut-être d'ailleurs que tu te mets dedans, de ces termes de coach, de vie, voilà. Est-ce que tu es un peu entre les deux? Est-ce que tu es très proche de l'un ou pas du tout? Alors j'essaie de différencier tout ça. C'est vrai que le panel est hyper large. Il y a les psychiatres, les psychologues. Donc là, on est plus sur des études, sur le monde médical avec un diplôme à passer. C'est très réglementé. La préparation mentale, c'est en train d'évoluer. Donc tout le monde peut être préparateur mental. Voilà, oui, il y a des diplômes, mais il y a des formations, il y a des diplômes universitaires. Et là, l'État n'a pas encore régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas inscrit au RNCP, il n'y a pas une fiche. Voilà. Donc c'est pour ça, quand vous allez voir un préparateur mental, demandez-lui quel diplôme il a, quelle formation, quels outils il utilise. Ouais. C'est super important parce que c'est pas justement réglementé encore, mais ça devrait l'être normalement à l'avenir. Ouais. Voilà, parce qu'il y a un code de déontologie. Et comme je vous l'expliquais, on prépare les gens mentalement avec des outils. Après, imaginons, j'accompagne quelqu'un et là, la personne me dit oui, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis anorexique, par exemple. Donc là, on est plutôt dans le domaine du médical. Donc moi, ce que je vais dire, c'est orienter vers une psychologue ou vers un psychiatre. Donc on peut aussi travailler en parallèle. Okay. On peut travailler à côté. Le terme de coach, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas vraiment de diplôme. Maintenant, il y a pas mal de formations. Maintenant, il y a beaucoup de formations très sérieuses qui amènent à ce titre, on va dire, de coach. Et il y a des personnes qui n'ont rien. C'est-à-dire, ils disent, allez, je vais être coach de vie, je sors ma baguette magique et je sais comment je vais faire. Donc attention de bien vous poser les questions. C'est quoi, enfin, si je m'adresse à quelqu'un, donc oui, il faut que le courant passe bien, mais est-ce qu'il a fait quoi comme formation? Voilà, c'est pas seulement une expérience de vie. C'est aussi, je sais qu'en prépa mentale, on s'intéresse aux neurosciences, on utilise la psycho, on utilise beaucoup de choses. Mais on n'est pas des professionnels de santé. Donc, il faut bien séparer tout ça. Ouais. Et la thérapie, souvent, ce sont des gens qui sont spécialisés dans un outil. En particulier, il y a hypnothérapeutes, des thérapeutes qui sont spécialisés dans, je sais pas moi, tous les enfants. Donc, ça peut être des publics différents ou des outils qui vont vraiment s'approprier. Et c'est leur outil principal. Donc, vous utilisez certains outils en commun, mais t'as pas mal insisté sur le fait de la formation, justement. Ouais. Pour le code de déontologie. Voilà. Ok. Et ce code de déontologie, c'est quelque chose qu'on signe, c'est quelque chose qu'on placarde quand on reçoit quelqu'un. Comment est-ce que... Quelle est ta relation, et celle de tes collègues, hein, avec ce code de déontologie, et comment t'appelles ça comment d'ailleurs, un patient? Alors, moi, je dis plutôt un client. Et parfois, je parle de patient parce que je fais aussi de la thérapie à côté. D'accord. Voilà. Mais je différencie les deux. Par exemple, si je dois te décrire une séance, donc en principe, j'ai eu la personne au téléphone et j'essaie de m'assurer que la demande vient d'elle.
Voilà, parce que si c'est quelqu'un qui a dit bon bah va faire une séance, voilà, parce que c'est important. La personne va pas s'engager à 100% si ça vient pas d'elle. Évidemment. Voilà. Donc déjà, j'essaie de voir ça, j'essaie de poser des questions. Est-ce que vous avez déjà fait un travail mental ou psychologique, etc. Avec qui éventuellement? Quels outils vous aviez utilisés? Donc j'essaie de voir un petit peu ce qui était fait et je leur demande leurs objectifs, hein, voilà, le thème qu'ils veulent travailler. Et ensuite, sur une première séance qui va être normalement plus longue, je vais vraiment faire un entretien donc d'explicitation où je vais d'abord, moi, prendre la parole. Je vais leur dire voilà ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que on va pas se voir, par exemple, 10 séances pour tel thème. Pourquoi? Parce que je sais pas du tout ce thème si vous l'avez déjà travaillé ou pas. Je sais pas l'entraînement qu'il vous faut en fait. C'est comme si en fait un préparateur physique allait faire un test physique aux gens et après cibler de travailler telle ou telle chose. On va pas faire le haut du corps à quelqu'un qui a déjà le haut du corps développé ou que ça lui sert à rien dans sa discipline. D'accord, ouais. Donc je vais vraiment voir avec la personne quels sont ses objectifs et qu'est-ce qui peut lui faire défaut d'un point de vue mental ou qu'est-ce qu'il veut perfectionner parce qu'il atteint un niveau supérieur. Voilà, c'est pas obligé d'avoir un problème, hein. C'est-à-dire que le mental, on peut juste vouloir l'améliorer ou le transposer ou mieux comprendre comment on fonctionne, etc. Donc, parfois, je vais voir des personnes une fois par mois, pendant un an. Parfois, je vais les voir 2 fois, parce que finalement, c'était juste un petit réglage. On a juste sorti le petit outil, on a mis un coup de vis et c'est bon. Ouais. Et ça, c'est eux qui le ressentent ou c'est toi qui les aides à juger si c'est bon? Et bien justement, je leur donne des exercices à chaque fois. Donc, imaginons qu'on veuille travailler la concentration. Donc, c'est sur quoi je dois focaliser mon attention, sur, par exemple, à chaque fois que ça se passe bien, la personne, ça la perturbe et justement, voilà, elle n'arrive plus à rester dans le flow. Ou alors, c'est toujours le avant qui est une torture. Donc là, je vais demander à la personne de me citer des exemples, de me parler un peu de son parcours dans plusieurs domaines et de trouver des expériences de référence. Par exemple, là, ça s'est bien passé, là, ça s'est mal passé. Et après, je vais leur proposer des exercices qu'on va tester vraiment sur le terrain, sans moi, ils se débrouillent. Et donc, ils peuvent revenir un mois après ou alors une semaine après, ça dépend. Est-ce que l'exercice peut être fait tous les jours ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait que sur un certain événement? Et donc, finalement, il n'y a pas de règle pour moi, en tout cas, dans ce que je pratique. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur le même sujet sur 20 séances ou sur une, et ça dépend. Voilà. Donc, c'est difficile pour moi de dire ça dure un an, ça dure un mois. Moi, le but, c'est que les gens soient autonomes. Donc, c'est voilà, je leur donne les outils, on les personnalise, je leur explique comment s'y prendre pour s'entraîner. Une fois qu'on a compris comment ils fonctionnaient. Et après, je les lâche dans la nature et ils se débrouillent. Et parfois, j'ai des personnes qui reviennent 5 ans plus tard et qui me disent, tu vois, ça, c'est bon maintenant. Par contre, ça, j'arrive pas là. J'arrive pas à trouver un petit levier pour m'améliorer de ce côté-là. Est-ce que tu peux me décrire ce qui te plaît vraiment dans ta pratique de la préparation mentale? Ce que toi, en tant que préparatrice mentale, ce que tu ressens, ce que tu vis et ce qui te donne envie de continuer depuis 15 ans? Beaucoup de diversité parce que j'ai affaire à des personnes totalement différentes. Mmh. Beaucoup d'authenticité, d'altérité. C'est quoi le terme que tu viens d'employer? Altérité, c'est chacun est différent en fait et c'est accepter qu'on soit différent. Ouais. Voilà, ne pas vouloir se conformer en fait aux autres. Un tel fait comme ça, pourquoi moi j'y arrive pas? Peut-être parce que tu fonctionnes pas comme lui, donc il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes pour faire différemment en fait. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Ce que j'aime, c'est ces rencontres. Moi, ça m'enrichit aussi, vraiment, sur des parcours de vie, ça me donne beaucoup de joie, en fait. En fait, ça me recharge, c'est beaucoup d'énergie. Ça me donne beaucoup d'énergie que d'accompagner ces personnes. Et beaucoup de réflexion. C'est-à-dire que je dois réfléchir, je dois créer des façons d'accompagner. Oui. Et vu que mes séances ne se ressemblent pas. Donc, c'est un inconnu permanent en fait. C'est comme un voyage. C'est pour ça que je fais le parallèle parfois avec le voyage. J'ai l'impression de partir dans un nouveau pays et de rencontrer une nouvelle culture, une nouvelle façon de fonctionner, des centres d'intérêt différents. Et donc pour moi, voilà, chaque accompagnement, c'est un voyage. Je pense que je peux le dire comme ça. Et dans un voyage, on crée, on s'adapte, on essaie de comprendre la personne. Et le but, c'est que la personne soit heureuse et soit en joie, et moi aussi. Voilà. Et tu
tu as beaucoup de retours de ces personnes, quand elles ont passé un cap, quand elles réussissent quelque chose? Elles reviennent vers toi, elles te partagent ça? Ou en fait, c'est comme dans certaines disciplines, quand tu as bien fait ton travail, tu revois plus les personnes et voilà, comment ça se passe pour Bah, toi? j'ai les 2 possibilités, enfin, ouais, les 2 cas de figure. C'est-à-dire, il y a des personnes, avec qui ça a super bien fonctionné dès le départ, où on a mis du temps. Et dans ce cas-là, soit j'en entends plus parler parce que voilà, c'est réglé, c'est-à-dire, et moi j'en suis très heureuse, soit ils me recontactent plusieurs années après pour travailler sur autre chose. Oui. Après, j'ai des personnes aussi qui me recommandent, donc ils m'ont pas forcément fait de retour. Par contre, ils m'ont recommandé, ils m'envoient des gens. D'accord. Voilà. C'est quelque chose qui compte pour toi? Ces retours positifs des gens ou est-ce que tu es détaché de ça? Alors, ce que je veux, c'est que je serve à quelque chose, être Oui. utile. Tu vois, c'est une quête de sens pour moi. Je veux vraiment apporter quelque chose aux gens. Donc, quand moi déjà je suis satisfaite de ce que j'ai apporté, je me dis bah voilà, j'ai tout fait quoi. Alors parfois, je peux orienter vers quelqu'un d'autre ou orienter sur des formations. Voilà, si je me dis qu'il faut creuser un peu plus. Mais oui, ça me fait très plaisir. Maintenant, l'objectif, c'est que la personne soit contente. C'est vraiment ça le plus important. Et comme c'est une alchimie des deux, à la fois, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à exercer, et à la fois, voilà, c'est important que les personnes aient aussi eu du plaisir à ce que je les accompagne. Parce qu'il y a une façon d'accompagner aussi, c'est-à-dire ça peut être des façons d'accompagner assez dynamiques, comme moi j'aime les faire, Ouais. ou assez lentes. Voilà, moi j'aime bien m'adapter au rythme de la personne. Il y a des personnes, il faut prendre le temps, donc j'accepte. Il y a des personnes où il faut être un peu plus punchy, les mettre face à des réalités. D'ailleurs, j'ai créé un atelier, une conférence. Donc c'est conférence expérience et c'est transposable en atelier sur le déclic impact. Pourquoi? Parce que dans mes séances, ce que j'aime beaucoup apporter, c'est des déclics, des prises de conscience. Ouais. Et pour moi, ça passe par bousculer un petit peu la personne. Quand elle est prête, voilà, on le sent aussi, hein, on se dit là, je vais attendre un petit peu avant de lui faire cet exercice. Et voilà, c'est vraiment créer ce déclic-là chez la personne. Et donc ma conférence, en fait, je propose un défi à relever pour que ça crée une prise de conscience. Et comme relever un défi, ça met un peu en stress, ça amène des émotions, on ne sait pas comment on va fonctionner. Eh bien, j'amène justement des outils de préparation mentale à toutes les personnes qui assistent à l'atelier ou à la conférence. Donc c'est pour ça que c'est expérience. C'est une conférence expérience parce que je leur fais vivre la préparation mentale avec une connaissance de soi, de l'autre et des choses à mettre en place. Je peux pas en dire plus parce que justement, c'est un peu Là, tu nous as bien teasé là. c'est de l'inconnu finalement. Et j'ai envie de dire que bah, pour apprendre à se connaître, c'est se challenger, c'est se lancer des défis. C'est rare qu'on aille voir un préparateur mental juste comme ça, si on n'a rien à faire de spécial en fait. Ouais. Voilà. Et aussi, j'ai pas parlé de la thérapie. Je l'ai pas assez développé tout à l'heure. Je pense qu'en thérapie aussi, on va souvent dans le passé. Et c'est vrai que moi, je peux aller dans le passé pour aller chercher des éléments, mais je vais pas aller euh, me perdre dans ces couloirs du passé et y rester en fait. Pour moi, c'est je vais chercher des éléments, je les ramène au présent et je m'en sers pour le futur. Et il y a des thérapeutes qui sont que dans le passé, guérir l'enfant intérieur, etc., ou qui sont que dans le futur, la réussite. Et d'ailleurs, ce qui est important aussi en prépa mentale, c'est de se demander, ok, je veux un résultat, mais au-delà de ça, c'est pas qu'un résultat de points ou un résultat de chiffres, c'est un résultat euh, euh, comment dire, d'épanouissement. Et souvent, les gens, quand ils veulent un résultat, ils oublient la façon dont ils doivent procéder. Ok. Donc moi, je fais beaucoup travailler sur le processus pour atteindre le résultat. C'est comme gravir le Puy de Dôme ou l'Everest. C'est pas tout à fait la même préparation. Et c'est le chemin qui est important parce qu'on va apprendre plein de choses. Et même si on n'arrive pas au bout, eh ben on aura réussi à acquérir beaucoup de choses. Ouais. Et la préparation n'est pas la même. Ouais. Ouais, c'est très clair. Et ça me parle beaucoup et c'est un peu pour ça que je te posais la question avant, c'est-à-dire à quel point est-ce que ça compte pour toi ces retours positifs qu'on peut te faire à la fin, parce que cette question du process par rapport à l'objectif atteint,
c'est une question qui me parle beaucoup, que je me pose beaucoup depuis quelque temps, et ce qui semble vraiment ressortir dans tout ce que je vois, dans tout, et puis même un peu dans mes expériences, c'est que l'objectif, ça donne une direction, on va dire, mais qu'après, il faut essayer de s'en détacher et qu'il faut se focaliser sur le process, et que c'est là, en fait, où on a beaucoup à gagner. Et ce que tu me décris là, ça correspond vraiment à ces expériences que j'ai récemment. Et donc ça me fait plaisir, si tu veux, que tu insistes dessus, parce que ça me parle beaucoup. Ouais. Et le fait que quelqu'un soit content et que j'ai un retour positif, c'est hyper éphémère. Pourquoi? Parce que je peux avoir deux personnes qui ont la même demande, je vais pas faire la même chose parce qu'ils vont pas fonctionner pareil. Donc c'est vraiment une recherche toujours, on va dire, du meilleur itinéraire si on reprend l'image des voyages, Ouais. meilleur itinéraire pour que la personne arrive à faire ce qu'elle veut. Donc moi je me remets toujours, alors je suis contente, voilà, c'est un moment partagé, mais c'est pas parce que c'est pas acquis en fait. C'est-à-dire que chaque fois c'est vraiment un renouveau, c'est un renouveau, ouais. Et aussi, euh, moi j'aime bien tester tout sur moi, pas parce que justement je me dis que les gens vont fonctionner comme moi, c'est vraiment pas le cas, mais parce que je me remets en question et j'essaie de trouver des nouvelles astuces, des nouvelles façons d'apprendre à se connaître. Par exemple, je me suis lancé le défi de marcher sur les braises, voilà. Je me suis lancé le défi, ça c'est encore physique, mais de rentrer dans de l'eau glacée. Mais je peux me lancer des défis aussi intellectuels, des défis de formation, où ça va à chaque fois me remettre en cause, et à chaque fois je vais me dire ah oui, là je fonctionne encore différemment. Et je sais que les gens fonctionnent tous différemment et qu'on fonctionne différemment suivant aussi ce qu'on fait. Quand tu te testes toi-même, quand tu testes des expériences comme ça sur toi, est-ce que le gain principal, est-ce que ça serait pas une sorte d'augmentation de ton empathie? Le fait de te rendre compte que toi, suivant les situations, tu vas pas forcément réagir de la même manière, ou est-ce que justement ça va pas t'aider à voir la complexité, pas toutes ces possibilités-là qui existent chez les êtres humains en général, et du coup voilà, à prendre plus de recul sur les gens. Alors, toi, ça fait longtemps que tu le fais, mais cette question de l'empathie, moi, ça me parle beaucoup. J'en parlais, je crois, hier avec quelqu'un, et je me dis que c'est naturellement, c'est assez dur d'avoir de l'empathie pour les gens qui nous ressemblent pas. Les gens qui nous ressemblent en tout point, on se dit, bah oui, mais je sais, je vis à peu près la même chose, c'est assez facile. Les gens qui sont très différents de nous, un homme, une femme, par exemple, on a beaucoup de différences. Quelqu'un qui vient d'un pays ou d'un autre, quelqu'un qui a un handicap et quelqu'un qui en a pas, c'est dur d'arriver à ressentir ce qu'ils ressentent, et justement, de se mettre dans des situations un petit peu inconfortables, des défis, je pense que ça nous permet de nous dire: «Ah ouais, mais ça, j'avais jamais anticipé, et donc je peux comprendre que cette personne vive quelque chose de très différent de moi». Et ben merci pour cette vision-là, parce que j'y avais pas pensé. Alors que finalement, effectivement, c'est pour pas tomber dans une routine, c'est pour pas tomber dans une méthode, c'est pour être toujours à l'écoute et réussir à me mettre à la place des gens aussi. Donc c'est vraiment de l'empathie, voire même de la compassion, parce que moi quand je m'investis dans un accompagnement, bah, c'est pas juste un travail où j'applique une méthode, c'est vraiment on va trouver une solution ensemble. Ouais. Voilà, parce que c'est important pour nous deux, on fait équipe en fait Ouais, ouais, dans ce chemin-là. Et effectivement, tu as raison, je pense que c'est pour mesurer cette complexité de l'être humain à travers moi. Et j'utilise beaucoup les profils de personnalité aussi. Alors, c'est une question que j'avais en tête depuis un petit moment. Je voulais t'en parler de ces profils de personnalité. J'en ai fait en ligne à plusieurs moments de mon passé, enfin depuis, je sais pas, 5 ou 10 ans. Et je trouve ça amusant, déjà, clairement. Et après, c'est vrai que je me pose la question, à quel point est-ce que c'est vrai, à quel point est-ce que c'est utile. Et donc, tu y es venu, et voilà, tout de suite, je saute sur la balle au bon. Alors, ça fait à peu près 2 ans que je m'intéresse à tout ce qui a trait au profil de personnalité. Parce que voilà, on est tous différents. Je me suis dit, sans nous mettre dans des cases, est-ce qu'il y a des tendances qui peuvent revenir chez chacun? Alors, je les ai quasiment tous étudiés à travers des écoutes de podcasts ou des vidéos ou des bouquins. Et je les ai quasiment tous faits pour voir justement ce que ça a apporté. Les différents tests, tu veux dire? Ouais, c'est Ok. ça, c'est ça. Et en fait, ce qui ressort, c'est que il y en a certains qui vont être bien pour le milieu de l'entreprise, d'autres qui vont être bien pour apprendre à mieux se connaître, d'autres qui vont être bien quand on est dans une perspective d'évolution, et d'autres encore qui vont être bien lorsqu'on veut interagir avec les autres.
Donc pour moi, ils peuvent tous avoir une place. Certains enferment un peu dans une case, mais bon, finalement, par exemple, le MBTI, pour moi, il met dans une case, mais il apporte vraiment beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Et du coup, dans le monde de l'entreprise, ça peut être intéressant. Le process com aussi peut être intéressant dans le milieu de l'entreprise. Pôle emploi utilise beaucoup le DISC. Je dis Pôle emploi parce que c'est celui qu'ils utilisent le plus. Je trouve un petit peu trop simplifié celui-ci. Après, il y a le Gallup. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et moi, celui que j'affectionne plus particulièrement, c'est l'énéagramme. Pourquoi ? Parce que je le trouve hyper large et plutôt dans une perspective, une dimension d'évolution. Et même encore plus poussé, je dirais que quand on connaît tous les profils de personnalité qui ne se ressemblent pas parce qu'on peut être influencé par les autres, avoir déjà évolué vers un autre, c'est de se dire quel est le profil le plus adapté à tel moment. C'est-à-dire, si on me demande de faire un travail perfectionniste, qui demande de la perfection du détail, ben là, je vais incarner ce profil-là. Par contre, c'est pas quelque chose que j'aime, donc je vais pas m'orienter là-dedans. Je vais pas choisir quelque chose où il faut être trop perfectionniste. Peut-être se dire si dans mon travail on me challenge, là j'ai un challenge, je vais me mettre dans un autre profil qui aime bien le défi, etc. Par contre, si c'est quelque chose qui est naturel chez moi, c'est un peu ma base, je vais rester dedans et je vais choisir un emploi ou faire des activités qui me challenge parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà, donc d'être capable aussi de jouer un peu les rôles, mais par choix. Ouais, ça c'est très intéressant ce que tu dis et c'est quelque chose que j'avais jamais pensé. C'est effectivement pour moi l'énéagramme par exemple, c'est effectivement on a un voire deux profils qui nous parlent plus, on a l'impression de plus leur ressembler. Toi, ce que tu dis, c'est notre base, d'accord. Toi, ce que tu dis, c'est que on peut incarner, on peut jouer d'autres rôles. C'est quelque chose qui est possible. On n'est pas vraiment enfermé dans cette base. Oui. Et certains vont jouer un rôle sans se connaître. Donc ça, ce sont des gens qui se suradaptent. On peut parler de faux self. Et puis, il y en a d'autres qui ont compris qui ils étaient et qui, là, ont plus de choix, en fait. En plus de liberté de choisir. Voilà. Par exemple, ça peut faire du bien, des fois, d'avoir un côté... aussi, par exemple, les artistes, moi, quand je crée, j'aime bien me relier à mes émotions. Ben là, ça correspond à un profil. Alors que c'est pas mon profil de base. Mais ça peut m'aider à m'apporter d'autres éléments. Et donc, moi, je m'en sers beaucoup pour mieux comprendre les gens, comment ils fonctionnent, etc. D'accord. Bon, c'est très intéressant et voilà, et ça me donne un point de vue différent sur ce sujet que j'ai pas creusé vraiment, mais j'ai des amis qui m'en ont parlé. J'étais allé voir les différents profils. Il y en avait un qui m'avait sauté aux yeux. Je me suis dit, bah, ça c'est moi, quoi. Mais je me suis jamais dit, je peux incarner tel autre profil parce que il me parle tellement pas. Voilà, mais effectivement, Ou au moins rentrer en empathie. Tu parlais de l'empathie, rentrer en empathie avec la personne parce que tu comprends mieux quel est son angle de vision par rapport à la vie. Mais je comprends mieux d'un point de vue intellectuel. J'ai du mal à le ressentir. J'ai du mal à le comprendre vraiment au fond de moi. Voilà, et c'est pour ça que je te disais que des fois, moi, j'ai besoin d'avoir des expériences qui me font ressentir quelque chose de très différent. Parce que même si intellectuellement, je sais que ça existe, si j'ai pas quelque chose plus en termes de sensation qui me permet de ressentir, voilà, c'est vraiment ça, de ressentir quelque chose de différent, même si je me rends compte intellectuellement, je me dis non, mais c'est pas possible, tu fais autrement, quoi. Voilà, et ça, c'est dur, hein. Ça c'est dur des fois. Difficile. Mais tu vois, on est toujours dans la même quête, comprendre comment on fonctionne. Ouais. Et ça, c'est la clé. Ouais. C'est la clé. Alors après, j'aimerais ouvrir sur un autre champ aussi. On parle beaucoup des zèbres, des HP, de toutes ces exceptionnalités-là, des hypersensibles. C'est un thème quand même qui est d'actualité. Moi, ça fait 2 ans aussi, décidément, que depuis le confinement. Ah oui, bah oui. Voilà, que je m'interroge beaucoup sur ce potentiel-là, sur les TDAH, les troubles du spectre autistique, sur troubles de la concentration avec ou sans hyperactivité. Et je me suis dit, toutes ces personnes-là, comment je les accompagne, moi, si j'en ai qui viennent me voir. Évidemment. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai trouvé des formations pour justement élargir un petit peu mon champ de compétences sur ce niveau-là. Et là, le champ s'est encore ouvert de la complexité. Pourquoi ? Parce que, sans parler de QI, on a des gens qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, mais de façon encore plus atypique. C'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent avoir un côté typique avec des différences et des personnes qui sont totalement atypiques qu'on rencontre moins. Donc du coup, on n'a pas eu le temps de s'y habituer et voilà. Donc moi, je m'intéresse à tout ça. Je fais partie des atypiques.
sur certains points. D'accord. Et pour moi, c'est pas une question de QI, c'est une question de façon de fonctionner, comme s'il y avait plusieurs logiciels. Ouais. Et voilà. Et ces personnes-là, donc j'ai fait des formations pour pouvoir les accompagner, aussi mieux me comprendre, parce que tu as compris qu'il y avait une résonance. Et pour accepter aussi encore plus ces différences et se dire, bon ben, tout le monde fonctionne comme ça, moi je fonctionne différemment, je l'accepte et je trouve des autres façons de faire. Donc ça ouvre le champ encore plus. Voilà. Ouais. Tu parlais du QI. Quel est le lien avec le mental? À quel point est-ce que c'est une mesure qui, qui, qui est utile? Et parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était quand même, j'ai l'impression, assez central il y a peut-être quelques décennies, je sais pas quand exactement. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus remis en cause. Oui. Quel est ton avis par rapport à ça? Moi, mon avis, il est assez tranché. Pour moi, le QI va mesurer des choses déjà dans un cadre expérimental, de laboratoire, où les personnes qui passent le test vont être stressées. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de tests psychotechniques, il va être avantagé. Eh oui. Voilà. On peut s'entraîner quoi pour ces tests-là. C'est ça. Et en fonction des émotions qu'on a, si on a compris les consignes ou pas. Et puis il y a un plafond en plus pour le QI, donc normalement il ne devrait pas y en avoir. Et pour moi, l'intelligence c'est quoi? C'est de la culture générale? C'est ce qui est spatio-temporel? Non, pour moi l'intelligence c'est la façon dont on fonctionne en fait. Et chacun a une intelligence, une façon de fonctionner pour certaines choses, qui peut être intéressante. Voilà. Est-ce que la question par rapport à ça, ce serait pas sa façon de fonctionner par rapport à un environnement, par rapport à son environnement, par rapport à sa société? Et du coup, est-ce que ce serait pas ça finalement qui serait intéressant? Parce que si on est adapté à certaines choses, mais que dans la réalité qui nous entoure, on n'a pas ça, effectivement, c'est pas très utile. Par contre, si on est très fort pour se rendre utile pour les gens qui sont autour de nous, alors ça peut être à très petite échelle ou à beaucoup plus grande échelle, à l'échelle du pays, par exemple. C'est là que c'est peut-être plus utile et que ce sont des métriques qui pourraient être développées. Par exemple, pour un emploi particulier, il y a des compétences à avoir dans tel ou tel domaine. Donc, il pourrait y avoir un test sur telle et telle compétence. Voilà. C'est-à-dire quel niveau de compétence on a. Par exemple, s'il faut de l'anglais, c'est pas un QI, mais c'est un niveau. Voilà. Mais par exemple, l'anglais, il peut servir à rien dans un autre domaine. Donc, ça sert à rien d'avoir évalué l'anglais. Voilà. Pour certaines. Voilà. Pour moi, c'est trop général. C'est trop généraliste. Et il y a des domaines où vraiment le QI, tu te dis, si la personne, elle est très forte sur un test de QI, c'est qu'elle sera certainement très forte dans tel métier. Ou... Je pense. Je pense. Et c'est pas du tout adapté. Par exemple, moi, la question que je me pose, c'est comment accompagner au mieux les personnes qui viennent me voir. C'est pas du tout adapté, en tout cas, dans mon métier. Oui, d'accord. Ok, c'est très clair. Les gens qui connaissent vraiment rien à ton domaine, est-ce qu'ils ont des a priori? Est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ton domaine qui peuvent être faux, donc il faut démonter, ou on se dit ouais, la préparation mentale, ça doit être ça, et en fait, c'est vraiment ça? Il y a le fantasme de la baguette magique, c'est-à-dire ils viennent me voir et ils se disent que tout va aller mieux en une séance. Voilà. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un entraînement. Voilà, ça passe quand même par une recherche, par un entretien, par cibler les habiletés mentales qu'on va travailler, de tester les outils, etc. Il y a quand même un travail. C'est pas, alors parfois il y a des prises de conscience. Et Des déclics? il peut y avoir des déclics qui se font dès le départ. Ça m'était arrivé une fois avec quelqu'un. Du coup, après, j'avais toute l'équipe qui venait me voir. J'ai dit, on se calme, parce que là, lui, il a eu un déclic, c'est oui, en une séance, mais vous, peut-être qu'il faudra plus de temps. Voilà. On ne travaille pas toujours sur la même chose. Après, il y a des personnes... alors maintenant, au début de ma pratique, il y a 15 ans, c'était quand même nouveau. En tout cas, personne parlait de préparation mentale. C'était déjà difficile de parler de psychologie, alors de préparation mentale, pas du tout. J'étais tout le temps en train d'essayer d'expliquer ce que c'était, les bienfaits, etc. Mais en fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'était quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et que je pouvais pas les convaincre. S'ils étaient bornés sur le fait que ça sert à rien, c'était pas à moi de les convaincre, c'était un chemin à faire pour déjà prendre conscience que ça peut leur servir à quelque chose. Donc
Je rentre plus dans les débats de est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas. Pour moi, c'est clair, c'est oui, ça sert, c'est utile. Tout le monde a des pensées, tout le monde a des ressentis, tout le monde a des habiletés mentales à développer. Donc après, c'est juste un choix personnel de se dire est-ce que je vais être accompagné ou pas. D'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a des gens, oui, qui ont déjà des habiletés très très élevées sur certains domaines. Donc moi, je fais de l'affinage en fait. C'est un peu ça aussi le rôle d'être expert, c'est-à-dire que c'est pas des trucs de base. On rentre vraiment dans des choses qui sont complexes, sur des petits réglages. Ouais, je comprends bien. Est-ce que tu me disais, ouais, les débats, ça m'intéresse plus de débattre par rapport à l'utilité de la préparation mentale. Mais avant le débat, ou alors, enfin, pour certaines personnes, tu as certaines personnes qui ont une idée et qui vont pas changer, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie d'éducation, comme ce qu'on est en train de faire finalement tout de suite, où il faut quand même que tu expliques de quoi il s'agit. Et après, les gens peuvent se faire une idée une fois qu'ils ont compris au moins quoi il s'agissait. Parce qu'il y a des gens qui vont juger sans savoir, ça c'est sûr. Moi, c'est pas les personnes avec lesquelles je préfère échanger. Mais tu as quand même, je pense, beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont compris quelque chose, ils peuvent commencer à réfléchir. Et donc, voilà, c'était un petit peu ça ma question. Le fait de l'éducation, le fait de présenter en tout cas ce qu'est la préparation mentale, à quel point est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi dans ton activité, on va dire, au sens large du terme? Oui, alors j'ai plusieurs façons en fait de présenter la préparation mentale. J'avais fait un joli PowerPoint, j'avais tout un petit discours pour la présenter. Alors quand je suis à l'UCA, l'université d'Auvergne où j'enseigne, oui, j'ai mon petit PowerPoint, mais en fait, la dernière fois que j'ai fait une présentation sur la préparation mentale, je suis partie des personnes. C'était pour une entreprise, ils avaient une réunion, tous les lundis matins, c'était réunion, et ils présentaient des choses un peu spéciales. Et donc, j'avais été invitée pour présenter mon domaine. Et donc, je suis partie des personnes. Je leur ai dit, par exemple, vous, au travail, qu'est-ce qui peut être amélioré ou qu'est-ce qui vous limite parfois. Et donc, je pars de leurs expériences. Quand quelqu'un me dit, je remarque que j'ai moins de lucidité à partir de telle heure, là, on peut s'interroger sur leur cycle de forme, sur le sommeil, etc. Un tel va dire, moi, face à tel client, je suis stressée. Ok, donc voilà les pistes sur lesquelles on peut travailler. Donc je pars des gens. Et l'étape intermédiaire, c'était de donner des listes sur tout ce qu'on pouvait travailler en préparation mentale avec des exemples concrets sur les habiletés mentales, les outils qu'on peut utiliser et aussi le avant, pendant et le après. Comment est-ce qu'on peut se préparer. Et à chaque fois, je leur demandais de cocher des cases, c'est-à-dire de dire moi, le avant, il y a ça qui peut me faire défaut, le pendant, c'est ça, et le après, c'est cool, j'ai pas besoin de travailler. Et là, c'était eux-mêmes, finalement, qui se faisaient un peu leur programme de préparation mentale en me disant, moi, c'est la confiance qui revient dans les trois temporalités, où moi, c'est la motivation en fin de saison. Et donc, tout simplement, en partant d'eux, de se dire, voilà ce qu'on peut travailler, est-ce que vous avez quelque chose à travailler? Donc souvent, c'était oui, à développer, souvent c'était oui, et je partais comme ça. Les gens se connaissent bien. Est-ce que quand tu leur poses ces questions-là, est-ce que tu penses qu'ils sont la plupart du temps lucides sur leurs faiblesses et leurs forces? Très bonne question. En fait, je commence tous mes accompagnements avec les forces, justement. Parce que oui, parfois on n'a pas une bonne image, une image juste de soi, parce que peut-être c'est quelqu'un qui nous a dit qu'on était comme ça, ou alors parce que on pense que c'est lié à la motivation, alors que c'est pas du tout ça. Ça peut être lié à autre chose. Mais ça, après, c'est mon travail. D'accord, ok. Mais c'est une porte d'entrée que de commencer par voilà. Par son propre ressenti. Oui, c'est ça. Mais ouais, ça c'est vraiment intéressant justement le fait que toi tu apportes un regard extérieur, que tu as des outils qui vont permettre à la personne de, de s'évaluer, de mieux se connaître. Et effectivement, enfin on en a beaucoup parlé pendant notre discussion, mais la conscience de soi, le fait de se connaître, c'est vraiment une base, on est d'accord, c'est une base absolue pour ce que tu fais, et puis en fait pour toute notre vie, quoi. Oui, et puis les hommes aussi, ils viennent à ces domaines-là. Je dis ça parce que, mis à part pour les équipes sportives, je travaillais avec des hommes, mais c'était souvent des femmes. D'accord. Et au fur et à mesure des années, les hommes ont aussi pris conscience que le mental, travailler son mental, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire qu'on veut, on a un niveau d'exigence plus élevé, on veut être complet, on veut développer certaines habiletés. Et donc j'ai beaucoup d'hommes maintenant aussi qui ont pris conscience que le travail mental, il était hyper important. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus dur, en moyenne, hein,
pour les hommes de se remettre en question que pour les femmes? Non. Par contre, ça dépend des outils pédagogiques qu'on va utiliser. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que mes séances ne sont pas du tout construites de la même façon si j'ai affaire à un homme ou une femme. Et puis aussi à l'ouverture d'esprit par rapport à ça, parce qu'il y a des femmes qui sont très fermées aussi à ça, et que je retrouve aussi en face à face. Donc voilà, c'est différent. Mais en tout cas, je suis contente, j'ai plus de mixité, on va dire, dans mes séances. Ouais. Ouais, d'accord, c'est très intéressant. Moi, chaque fois qu'on me fait remarquer qu'il y a une différence fondamentale, alors, entre hommes et femmes, par exemple, mais par rapport à certaines caractéristiques claires, qui sont différentes entre les gens et que des, ça donne des différences comment dire, sur d'autres points entre ces gens-là, moi, ça m'intrigue, si tu veux. Quand tu es dans la moyenne et que tout est un peu pareil, bon, rien de remarquable. Mais des fois, il y a des choses remarquables. Et là, tu le décris, si tu veux. Tu l'as décrit. C'est pour ça que je t'ai posé cette question sur le fait de se remettre en question, parce qu'effectivement, ce que j'aurais pu supposer, c'est que si tu avais moins d'hommes au début, c'est parce que sur ces sujets-là, en tout cas, ils avaient, soit ils se considéraient au point, soit ils avaient pas envie d'affronter leurs faiblesses à ce niveau-là. Et ouais, ouais, ça m'intrigue. Ça Ouais, m'intrigue. c'est plus une image, je pense, que certains hommes ont de ce que c'est que la préparation mentale. On en revient à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment on procède, etc. Et on peut aussi faire le parallèle avec les enfants. Un enfant, faire de la prépa mentale, il va adorer. Ouais. Il a pas il a moins de filtres, moins de préjugés, il est moins formaté, donc lui, il est ouvert. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis lancée dans la préparation mentale. Je me suis dit, mais tous ces outils-là, pourquoi on les apprend pas à l'école? Ce serait tellement bien d'apprendre à se connaître à l'école, de tester plein d'outils, et ça faciliterait beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'à 20 ans, moi c'était mon cas, on n'arrive pas à faire un oral, à passer à l'oral devant un jury, on perd tous ses moyens, on est incapable de répondre aux questions. Si on apprenait ça à l'école, mieux se connaître, tester ces outils, on gagnerait du temps déjà, et le champ de ce qu'on peut faire, le champ des possibles serait beaucoup plus large, et je pense qu'on irait un peu plus droit au but plutôt que de... Ouais, tourner autour du pot, quoi. Voilà. D'accord. Là, je t'ai posé la question des gens qui connaissent pas du tout le sujet, qu'est-ce qu'ils pensent. J'ai une autre question qui ressemble un petit peu, mais tu vas voir qui est un peu différente. Ceux qui sont déjà dans ton domaine, qui ont déjà conscience de tout ça, est-ce que est-ce qu'il y a des choses qu'ils font où ils se tirent des balles dans le pied? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font qui sont contre leur intérêt? Et donc une première chose à changer, pour être plus efficace dans cette préparation mentale, dans cette progression qu'ils cherchent à avoir? Tu penses à quel public, quel style de personne? Je t'avoue que ma question est très ouverte, mais si tu veux partir sur un type de public, tu pas obligé de tous les faire, mais voilà, on a souvent ce genre de pratique où on fait des choses qui sont contre notre propre intérêt. Et en fait, ça, je trouve que c'est terrible. Et justement, je me demande si toi, tu as remarqué qu'il y avait des tendances où tes clients, par exemple, certains d'entre eux en tout cas, avaient tendance à faire des choses qui étaient contre-productives, quoi. Si on en revient à tout ce qui est profil de personnalité, Oui. Ce sont des gens qui sont en suradaptation. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, en fait. Ah ouais. Ils sont plus en réponse à ce que les autres leur demandent, plutôt que de se demander, et moi, concrètement, je veux quoi? Après, on se ment aussi beaucoup. On se voile la face. Moi, ça m'arrive aussi, de se voiler la face sur certaines choses. On pense que on sait au fond de nous que c'est pas le bon fonctionnement, Ouais. mais on le fait quand même, effectivement. Et ça, je pense, c'est en testant des nouvelles choses, en se challengeant un peu, qu'on se rend compte de ces mécanismes. Voilà. En fait, j'aime bien aussi, de façon plus symbolique et concrète, faire dessiner un peu des fois le cercle vicieux dans lequel on se sent enfermé. Quand les mêmes choses se reproduisent toujours de la même façon, qu'on refait encore la même chose, on arrive au même résultat. C'est Einstein qui disait ça. Donc le but, c'est d'essayer de prendre conscience de ce cercle vicieux, de comprendre quel élément on peut changer pour avoir un... Pour en sortir. Voilà, c'est ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça me va très bien. C'est assez généraliste, mais en même temps, ça reste un outil qui est intéressant de repérer ce cercle vicieux dans lequel on est enfermé, en fait. C'est-à-dire, on sait que quelque chose va pas, mais on sait pas ce que c'est, donc on met sur papier ce fonctionnement qui ne convient pas. Ouais.
le fait de mettre sur papier, c'est quelque chose qui est important pour toi dans ta pratique? Le fait d'écrire, ça ancre, ça permet de sortir un peu de sa tête? Oui, ça permet de choisir les bons mots aussi. Après, j'ai des gens qui aiment pas du tout écrire, donc on n'écrit pas, hein, Ok. on fait autrement. Justement, je disais, je travaille avec des cartes, on choisit des cartes, on prend des photos des cartes, voilà, où ils enregistrent tout simplement dans leur tête, et puis ils ont des exercices à faire, mais ils ont tout mémorisé. Donc ça dépend, voilà, ça dépend. D'accord. Moi, j'aime bien avoir une trace écrite, comme ça les personnes peuvent relire, avoir un cahier, par exemple, où on note l'évolution. Mais après, moi, je prends des notes, donc au pire, je ressors ce qu'on avait fait. Ouais. Quand on revient parfois en arrière pour voir, pour comparer aussi, comparer l'évolution. D'ailleurs, je t'ai pas parlé de l'imagerie mentale. Non, alors non, effectivement, tu en as parlé, mais tu l'as pas développé, donc c'est peut-être le moment alors. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'imagerie mentale et motrice? La façon de Oh, l'utiliser? ouais, à quoi ça ressemble? Enfin, me décrire si tu étais avec moi, par exemple, à quoi ça ressemblerait, ou avec un exemple que tu as eu dans le passé, je sais pas, comme. Alors, si on utilise, comme tout à l'heure, je te disais, la temporalité, on peut utiliser de l'imagerie mentale avant, donc pour se préparer à l'événement. Oui. Et dans ce cas-là, on va soit travailler sur, par exemple, dans le sport, un geste technique, pour une conférence, visualiser la conférence. Et le fait de visualiser ça, de l'imaginer, on va se rendre compte comment se sent dans notre corps, etc. Et on sait aussi un peu plus ce qu'on doit travailler avant. Oui. Dans l'instant présent, ça peut être juste, imaginons que si quelque chose d'imprévu arrive, ça nous sort de notre concentration. Et on peut avoir une petite imagerie flash qui nous remet dans sur quoi je dois être focus. Donc ça peut être utilisé de façon, voilà, quand c'est préparé avant, de façon flash. Et le après, c'est aussi, par exemple, des fois on a des automatismes qui nous emmènent à des choses qu'on ne voulait pas. Eh bien, ça va être reimaginer ce qu'on a vécu, mais changer ce qu'on voulait pas en fait, ce qu'on a fait et qui aurait pu être mieux, qui aurait pu être différent. Ouais, tu peux me donner un exemple par rapport à ça? Oui, imaginons que demain tu fais une conférence et à un moment donné, tu as complètement perdu le regard avec le public. Par exemple, voilà, tu es que dans tes papiers. Ouais. Et ben, ce que tu peux faire après, plutôt que de te morfondre et de te dire j'aurais pas dû faire ça, c'est te refaire toute la scène avec toi qui réussit à garder le contact. Et peut-être que tu vas te dire, à un moment donné, pour que je sois vigilant à ça, il faut que je me dise et le public. Et donc, dès que tu sens que tu es trop dans tes papiers, et le public, et là, ça me permet de me reconnecter au public. Et donc, on trouve une solution tout de suite. Et le fait de le faire en imagerie mentale et motrice, le fait de le refaire, c'est un apprentissage, en fait. Donc, je l'ancre, et la fois d'après, il y a de fortes chances pour que eh bien, j'arrive à garder ce contact avec le public. Et si j'y arrive pas, j'ai mon mot qui me permet de me reconnecter. Ouais. Voilà. Pour tout ce qui est imagerie mentale et motrice, parce que là, franchement, j'ai décrit de façon très, 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 très simple. Vous pouvez aller voir tout ce que fait Aymeric Guillot, enseignant-chercheur sur Lyon. Lui, il est vraiment spécialisé. Il fait plein de vidéos, il fait des masterclass, il a écrit un bouquin. C'est vraiment le spécialiste. Il était venu faire un TEDx Clermont. Voilà, parce que finalement, si je prends l'exemple aussi d'une blessure, l'imagerie mentale, on peut soit apprendre des nouvelles choses, soit ne pas perdre des schémas moteurs qui ont été enregistrés. Donc on peut créer un schéma moteur, on peut essayer de le garder même si on ne peut pas pratiquer, et on peut en créer des nouveaux si l'ancien est pas bon. Donc aller contre un automatisme en fait. Donc j'avais fait mon mémoire sur justement la blessure sportive, et donc j'étais avec quelqu'un qui s'était fait opérer du genou, ligament croisé, et donc elle pouvait plus marcher. C'était une joueuse de basket, et on avait beaucoup travaillé en imagerie pour pas perdre les schémas tactiques. D'ailleurs, elle s'était améliorée grâce à ça, et à pas perdre la marche en fait. Parce qu'au départ, on fait de l'imagerie de guérison, de l'imagerie de réathlétisation. Donc elle s'imaginait en train de marcher tous les jours. Donc elle faisait une randonnée mentale tous les jours, et ça lui a permis de ne pas perdre ce geste en fait. Ça, c'est incroyable. Ouais. Le pouvoir pardon, de l'esprit en fait sur le corps. C'est ça. Puis c'est vraiment prouvé scientifiquement, hein, l'imagerie mentale et motrice, c'est clair, ça fonctionne. C'est extrait des neurosciences et c'est simple, c'est gratuit. Voilà, on l'a tous en nous, donc s'entraîner, c'est bon. Et ce que j'ai remarqué souvent chez beaucoup de personnes, c'est que certains font de l'imagerie, mais négative. C'est-à-dire, ils préfèrent imaginer tous les scénarios négatifs plutôt que d'imaginer des scénarios positifs. Et là, on me dit, oui, mais si j'échoue, je préfère avoir imaginé le pire. Je dis, peut-être, mais là, tu t'entraînes à échouer. Vous voyez, la logique, elle n'est pas bonne, en fait. On s'entraîne à échouer, mais on s'entraîne pas à réussir. Donc, on se programme, voilà, le cerveau, il reconnaît qu'on s'est entraîné à échouer. Ouais, ça, très, je pense que c'est très, très important ce que tu dis. C'est important de le mentionner parce que c'est vrai qu'on
pense pas, je pense. Et le côté effectivement, ouais, je me prépare à la possibilité de l'échec pour qu'il soit moins dur s'il se présente. Moi, ça me parle. Je suis sûr que je le fais. Et je suis sûr que je suis pas le seul à le faire. Mais justement que tu mentionnes ça, en fait, quand on fait ça, on se prépare à l'échec, on s'entraîne à l'échec. Ça risque de nous amener vers l'échec. Et ouais, c'est super. D'ailleurs, il n'y a pas d'échec, hein, c'est que des apprentissages. J'avais fait une conférence sur le sujet. D'accord. Mais bon, après, c'est vrai que c'est peut-être dur à accepter pour quelqu'un qui va au JO, par exemple. Tu parlais des JO tout à l'heure. C'est tous les 4 ans. Si t'as pas une bonne performance par rapport à ce que tu es capable de faire le jour de l'épreuve au JO, ça doit être dur de pas voir ça comme un échec quand même. Après, c'est un apprentissage de se dire, faire l'analyse et de se dire qu'est-ce qui allait pas en fait. Est-ce que c'était physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement. Et après, de se dire, bon, j'ai 4 ans pour travailler dessus maintenant. Certes. Mais la déception, bien sûr, elle est quand même immense. Mais justement, en préparation mentale, on apprend aussi à pas se focaliser que sur un événement, aussi de voir la suite. Parce que ça met un peu moins de pression. Donc là, on a parlé de ce qui n'était pas vrai, des clichés, on a parlé de ce que faisaient certaines personnes qui étaient contre leur intérêt. Dans la préparation mentale, est-ce que tu verrais certaines bases, certaines connaissances solides sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour se lancer, pour un premier pas ou sans aller forcément dans de l'expertise, dans du très haut niveau. Est-ce que tu pourrais me décrire quelque chose qui est vraiment plutôt fondamental, plutôt à la base? De ne pas s'orienter que sur un outil, hein, déjà, Ouais. parce que la préparation mentale, c'est pas un seul outil. Ce serait de faire une formation, hein, vraiment, hein, parce qu'une formation peut donner un aperçu. Après, il y a des livres, des ouvrages qui existent en fonction de nos disciplines, en fonction de nos recherches, on va dire, de ce quoi on aspire. Je sais pas comment le formuler. C'est tellement vaste, en fait. Ouais. C'est-à-dire que apprendre à se connaître, ça peut aller par certains outils, effectivement, mais il faut toujours se remettre en question, se dire que on sait pas tout et que voilà, il y a toujours des choses à apprendre. Donc pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment d'aller voir un préparateur mental pour essayer de comprendre comment il fonctionne et éventuellement faire une formation, lire des ouvrages. Pour moi, c'est un métier. Du coup, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est vraiment un métier. Ouais. Alors, je vais peut-être la formuler autrement. Est-ce que, par exemple, euh, pour, pour être, alors je sais pas si ce terme-là est très bon, mais pour être meilleur mentalement, est-ce que une première étape, ça serait d'apprendre à se connaître? Oui, Est-ce que ça serait de définir des objectifs? Euh, Est-ce que ça serait de regarder son passé? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Des choses très, très générales, on va dire. Par quoi il faudrait commencer? Ouais. Tout est lié. Donc, ce serait apprendre à se connaître par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé et de faire le parallèle par rapport au passé. D'accord. Voilà. Et j'en ai pas parlé aussi, mais un athlète, c'est un chef d'entreprise, un étudiant. C'est comment on fonctionne à l'intérieur, mais il y a aussi l'extérieur, les autres, mais aussi l'environnement. C'est-à-dire que on va pas travailler la préparation mentale de la même façon en fonction de l'environnement. Donc moi j'ai une approche globale, c'est-à-dire que je prends pas la personne que dans sa discipline ou que pour son concours. J'essaie de voir tous les aspects en parallèle Essaye de vraiment la connaître. qui peuvent jouer. Tout ce qui peut influer en fait sur son environnement. On a tous des peurs, des angoisses, elles sont toujours liées à notre environnement ou à notre passé. Donc, c'est une approche globale, en fait. Est-ce que tu t'intéresses à la famille de la personne? Est-ce que tu t'intéresses au lieu de vie de la personne? Ça dépend de la personne, ce qu'elle a envie de livrer. Ouais. Mais oui, il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui est en rupture avec son conjoint la veille d'une grosse compétition. Est-ce que ça, on n'aurait pas pu l'anticiper? Bien sûr que si. Avec de la communication, avec qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en place par rapport à l'environnement, et même au-delà de ça, les exercices que je propose, il y en a, ils vont pas être possibles en fonction de l'environnement de la personne. Est-ce qu'elle travaille beaucoup à côté? Est-ce que cette personne a des enfants et ça lui prend beaucoup de temps? Donc moi, tout ce qui est exercice que je donne à faire, c'est en fonction aussi de la vie de la personne dans sa globalité. Il y a des choses que c'est pas faisable.
D'accord. Voilà. Et de son passé et de son futur, tout est lié, hein. Bien. Hem, après on parlera vraiment de toi, de ce que tu fais et de tout ça. Juste une dernière question avant. Est-ce que pour les gens qui veulent creuser, les sujets dont on a parlé, donc il y en a déjà plein, hein, donc tu vas devoir peut-être sélectionner. Est-ce que tu as des ressources à conseiller? Donc quand je parle de ressources, c'est, livres, site internet, chaîne YouTube, podcast. Est-ce qu'il y a pour toi des incontournables qui peuvent être bien pour creuser? Voilà, donc tu m'as parlé de ce que faisait ton collègue de Lyon, par exemple. Oui, Peut-être que c'est le moment de le un reciter. incontournable. Et je précise, hein, on mettra tout ce que tu nous dis, on mettra tout ça dans les notes d'épisode, qui sont, soit sur YouTube en dessous de la vidéo, soit sur, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, en description. Sinon, à la toute fin, je vous dis comment aller sur mon site pour tout retrouver, ce que Valérie va nous présenter. Donc voilà, des ressources à conseiller? Alors je pense que d'ici là, je vais en rajouter. Oui, alors pareil, hein, D'ici la diffusion. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, on remettra tout ce qu'elle a dit et puis on remettra peut-être d'autres choses, donc allez voir. Bah oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'imagerie mentale. C'est clair que c'est un outil, pour moi essentiel, fondamental. Et donc Aymeric Guillot, qui est enseignant-chercheur à Lyon sur l'imagerie mentale, c'est voilà, ça c'est un incontournable. Les entretiens d'explicitation, il me semble que c'est Vermersch qui a écrit sur le sujet. C'est un peu compliqué. Ça c'est vraiment de la pratique. Donc ça, il faut vraiment pratiquer. Donc là, c'est plutôt en formation qu'on apprend ça. D'accord. Après, il y a, pour le volet sportif, il y a l'INSEP qui avait fait des fiches, c'était CROPS. Et il y a tout un tas de fiches qui expliquent ce que c'est que la préparation mentale. Et après, oui, en fonction de votre discipline, de ce que vous voulez faire, maintenant, il y a le choix dans les bouquins sur la préparation mentale. Avant, c'était limité. Mais vous avez alors plutôt des bouquins pratiques, parce qu'il y a des bouquins qui sont vraiment que théoriques. Pour moi, ça sert à rien, parce que la théorique, on s'en sert pour comprendre comment on fonctionne, mais après, voilà, il faut du concret, il faut des exercices avec des outils. Et donc, essayez de choisir plutôt des ouvrages dans ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez partir, je vais choisir exprès un sujet qui n'a rien à voir, vous voulez partir faire un tour du monde pendant 2 ans en van life, et ben lisez des bouquins dessus. Ça vous prépare mentalement, parce que vous allez vous dire ah bah ça va être difficile pour moi d'être isolée. Ah bah ça va être difficile à tel moment. Donc ça rentre dans la connaissance de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être difficile pour vous et qu'est-ce qu'il va falloir que je travaille justement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les auditeurs, peuvent faire pour toi, pour ta cause? Est-ce que si certains se disent, «Je suis dans telle situation, ça peut être bien que j'aille, travailler avec Valérie, pour améliorer mes performances ou pour me sentir plus heureux ou pour me sentir plus ancré, plus aligné». Voilà, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Comment est-ce qu'ils en savent plus sur toi, sur ce que tu proposes? Et puis après, tu nous diras aussi comment est-ce qu'ils te contactent. Pour moi, la préparation mentale, c'est pour se révéler, pour être plus heureux, pour apprendre à se connaître. Ça, c'est le mécanisme, c'est apprendre à se connaître. Et donc, vous l'avez compris, je m'adresse à tout le monde. Ça peut être des enfants, des adultes, des gens en devenir, des gens déjà réalisés, de tout âge. Et ça, c'est important que je le précise parce que comme ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, j'ai pas envie de me spécialiser dans un public. Et je peux vous accompagner dans tous les domaines parce que j'ai une boîte à outils, un peu comme MacGyver, qui est assez solide et je peux même en créer des nouveaux. Et j'aime beaucoup les séances individuelles parce que ça fait donc 15 ans que je fais ça. Maintenant, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est proposer des ateliers, plutôt pour des groupes, pour des équipes, pour voilà, des groupes de travail ou des personnes en tout cas qui ont la même demande dans sa globalité. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de réaliser ma mission d'être utile à tous ces gens et de transmettre les bienfaits de la préparation mentale à plus de monde en même temps. Donc j'ai l'impression de pouvoir œuvrer à une plus grande échelle. Et chers auditeurs, auditrices, moi ce que j'affectionne le plus en ce moment, c'est de proposer mon atelier Déclic Impact, qui est aussi sous le nom d'une expérience sous forme de conférence, parce que j'ai mis tout mon passé, toute mon expérience là-dedans, pour vous faire vivre un déclic. Et le déclic, parfois, quand il est vécu euh, avec d'autres personnes, il engage aussi un peu plus. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment extrait de mon passé.
C'est-à-dire que j'ai eu un vécu dans la prépa mentale, dans la psycho, dans les arts martiaux. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais j'étais donc ceinture noire 3e dan de taekwondo et j'ai été entraîneur. Et donc j'ai développé une pédagogie et j'ai aussi compris les bienfaits des arts martiaux dans le niveau mental. Ça m'a beaucoup apporté. Et donc, ces conférences Déclic Impact, sous forme de conférences ou d'ateliers, sont pour moi un aboutissement de mon travail et un partage de la préparation mentale plus en groupe. Voilà. Donc, c'est une alchimie un petit peu de plein de choses. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Autre chose, j'aime aussi que vous arriviez à vous révéler dans les médias. Donc moi aussi, tu le sais Alexandre, j'ai créé mon podcast qui s'appelle Les Merveilles parce que je suis convaincue que tous nous sommes des merveilles, c'est vraiment une conviction. Donc on a tous des talents et en fait, c'est vrai qu'en préparation mentale, j'amène les personnes à prendre conscience de leurs talents ou en tout cas d'en parler pour pouvoir inspirer les auditeurs, les auditrices parce que notre parcours fait que on peut inspirer sans être quelqu'un de connu, de passer à la télé. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est une façon de connaître de façon plus profonde les personnes qu'on côtoie aussi. Pas dans la superficialité. Toi, c'est ce que tu fais. Tu vas vraiment dans la profondeur grâce à tes interviews. Tu vas en profondeur pour connaître la personne, en profondeur pour comprendre ses aspirations, pour comprendre comment il fonctionne, pour comprendre son métier. Et ça, vraiment, je te remercie. Et donc, voilà, moi, c'est cette philosophie-là que je développe aussi dans mon podcast. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aussi que je vous interviewe, voilà, un échange. C'est aussi agréable pour moi. Je propose aussi des bilans de compétences, mais tout ça, en fait, c'est lié pour moi. Voilà. C'est lié parce que notre but, c'est d'être dans la joie, d'être enthousiaste. Et ça passe par le fait d'apprendre à se connaître. Bien, donc plein de choses à faire. Donc, ça peut être un accompagnement personnel, en groupe, via cet atelier, ce déclic dont tu parles, Déclic Impact. On peut te suivre en podcast. Voilà, et je peux même vous interviewer. Et aussi. Et tu as dit à la fin les bilans de compétences. Oui, parce que là, on peut mobiliser son CPF en fait pour faire un bilan de compétences. Donc c'est vrai que point de vue financier, hein, parce que ça reste quand même important, oui. Ça peut être pris en charge par le CPF, le compte professionnel de formation. Et pour terminer, ce que j'aimerais partager aussi, c'est que maintenant j'ai une vision de mon métier. Un petit peu novatrice dans le sens où souvent on me dit oui, j'aimerais bien que tu interviennes, mais j'aimerais que tu me fasses une liste des thèmes. Et moi, j'ai plutôt envie de fonctionner à l'envers maintenant, et je le fais de plus en plus, c'est-à-dire que je demande aux personnes de quoi ils ont besoin, ouais. De plutôt identifier leurs besoins. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la préparation mentale intégrée, c'est aller sur le terrain, c'est se déplacer, c'est aller rencontrer les gens dans leur environnement, oui. J'en parlais tout à l'heure, donc ça je le fais beaucoup, que ce soit des athlètes ou des chefs d'entreprise, etc. Et donc c'est plutôt en fonction de ce que j'observe, créer justement la formation ou créer l'atelier ou créer même des outils pédagogiques. Là je suis dans ce nouveau challenge de créer des outils pédagogiques de préparation mentale, à la fois pour des groupes et à la fois pour des personnes en individuel. Voilà, voir des outils adaptés à chaque entreprise, chaque groupe sportif, chaque discipline et chaque thématique. Et ces formations, ces créations de contenu que tu fais, tu vas les garder, on va dire, pour toi, pour ta pratique personnelle, parce qu'ils sont vraiment adaptés à ta façon de fonctionner, ou est-ce que c'est des choses que tu veux après vendre ou oui, c'est une possibilité, oui, c'est ça. Alors après, comme je te le disais, je veux que ce soit adapté, donc ça faudra bien se poser la question de qu'est-ce qui peut être adapté. Donc il peut y en avoir plusieurs, et on choisit plusieurs thèmes en fonction de ce dont on a besoin. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve tout ça? Parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu as un site internet qui rassemble un petit peu tout ce que tu fais? Alors justement, j'ai un site internet et là, je vais le reconstruire cet été. D'accord. Pourquoi? Parce que comme tu l'entends, il y a beaucoup de choses nouvelles et donc je vais le reconstruire cet été. Donc je pense qu'en septembre, il sera remodélisé par rapport à tout ce que je propose. C'est ça. Et donc on mettra mes coordonnées, mon mail, mon téléphone.
Tu peux peut-être dire l'URL de ton site internet, au moins à l'oral, et après, de toute façon, il sera dans les notes d'épisode. Je l'ai pas en tête, mais c'est Valérie Buisson. Hein. Ok, donc si on tape Valérie Buisson, Préparation mentale. Valérie Buisson, préparation mentale, on tombera sur toi. Ok, mais effectivement, on mettra l'URL dans les notes d'épisode pour être sûr que vous serez au bon endroit où vous n'aurez plus qu'à cliquer. Oui, et puis un dernier point qu'on n'a pas abordé, là c'est vrai que tous les deux on est en face à face, alors que des fois tu fais plutôt en visio, Oui. tes interviews, mais en préparation mentale c'est pareil, avant j'étais tout le temps en face à face, et alors ça fait bien 10 ans que je me suis aussi lancée dans la visio. Ouais. Je propose aussi des séances en visio, parce que voilà, c'est une technologie maintenant qu'on utilise facilement. Il n'y a pas de différence si on est en visio que si on est en réel. J'essaie de rencontrer les gens au moins une fois, mais pour avoir accompagné des personnes dans le monde entier que j'ai jamais rencontrées, il y a pas de souci. Pas besoin d'être à Aulois pour bosser avec toi. On peut être plus loin. T'as bien fait de le préciser. T'as bien fait de le préciser parce que c'est vrai que on peut se mettre des barrières et là, ça n'en est pas une. Donc, même si vous êtes loin de l'Auvergne, potentiellement loin de la France, c'est possible de travailler avec Valérie sur votre préparation mentale. Donc, faudra pas hésiter. Et merci beaucoup Alexandre parce que tes questions sont à ton image et, et j'ai beaucoup apprécié voilà, cet échange. Bon, bah c'est super. On arrive à la toute dernière question du coup. Est-ce qu'en une phrase, ou en tout cas de la manière la plus condensée possible, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après ce long épisode, comme à chaque fois dans Principes fondamentaux. Un truc que tu aimerais qu'on retienne, si on n'en retient qu'un, ça sera celui-là. Que vous êtes tous des merveilles.